Eh bien, bonjour et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine. Ce soir, j'ai le plaisir d'inviter Rudy. Bonjour Rudy. Bonsoir, ça va? Eh bien, écoute, ça va faire un petit moment qu'on ne t'avait pas vu sur la chaîne. Peut-être 3 ans, hein, je crois que... 2 ans que j'ai pas fait de web TV, ouais. Ouais, voilà. Notre dernier entretien, c'était avec Yves Cara. Yves Cara, au sujet de ton premier ouvrage. Ça s'appelait donc Rennes-le-Château, les sources, le livre qui va mettre tout le monde d'accord. Ça, c'était le premier. Et le second, c'était Rennes-le-Château, les sources 2, le livre qui confirme tout. Et oui. Et là, ce soir, le titre de ton ultime ouvrage, hein, qui va donc clôturer cette trilogie des sources, Rennes-le-Château, les sources 3, tu l'as nommé Game Over. Déjà, c'est un titre un peu punchline. Pourquoi ce titre sur le 3? Pour toi, le jeu est fini? Alors, en tout cas, pour moi, il est terminé, oui. Après, c'est au lecteur de voir si pour lui c'est fini ou pas. L'histoire, elle sera jamais terminée totalement. Il y aura toujours elle est tentaculaire, donc il y aura forcément plein de pistes, plein de choses. Après, si on parle du lieu et de la quête sur le terrain, pour moi, oui. Techniquement, game over. Alors ça va en faire hurler plusieurs, bien sûr, mais le mieux, c'est pas de rentrer dans la polémique. Le mieux, c'est de prendre le livre, de le regarder, de l'étudier, de prendre le temps, de vérifier. Le but, c'est ça. Ma démarche, elle a toujours été axée sur le fait de vérifier les choses. C'est une enquête. C'est un carnet de route. On part sur le terrain, on regarde, on étudie les sources authentiques, celles qui le sont un peu moins, mais qui s'avèrent peut-être être authentiques par la suite. Tout le travail repose là-dessus. Et tout ce que je mets dedans est vérifiable. C'est tout à fait exact. Non, en fait, ta source première, eh bien, c'était celle-ci. Je prends les sources dans l'ordre de leur apparition. Ouais. Alors, c'est sûr que moi, je pars des bergers d'Arcadie, puisque je fais une démonstration qui tenterait à prouver. Toujours mettre de la supposition dans ce qu'on dit, parce que c'est tellement difficile. Cette affaire, on est tellement observé, tellement de gens qui regardent, qui vont te dire non, les bergers d'Arcadie ne sont pas une source authentique. Pourtant, tu peux faire une démarche qui tenterait à prouver qu'elle est authentique. Et ensuite, une fois qu'elle est étudiée et que tu vas sur le terrain, elle s'avère être authentique. Toute la démarche, elle est là, en fait. C'est presque une démarche, pas juridique, mais c'est une démarche d'enquête. C'est-à-dire, voilà, on a des éléments dans les bergers d'Arcadie qui vont corroborer une piste plus moderne et finalement fait des bergers d'Arcadie quelque chose d'authentique. En fait. Mais c'est difficile parce qu'il faut toujours tout poser à plat et étudier dans l'ordre les choses. Alors, moi, en tout cas, pour les sources 3, je pars des bergers d'Arcadie puisque je pense honnêtement que le 2 permet de prouver son authenticité. Je reviens quand même dessus parce que j'ai des nouveaux éléments qui tentent à corroborer la première piste. Je pars des bergers d'Arcadie et je vais dans l'ordre des sources, dans leur ordre d'apparition, c'est-à-dire les bergers d'Arcadie 17e siècle. On n'a pas la date exacte, mais c'est 1630, 1650, plus ou moins, même un peu plus, on sait, ça dépend des experts. Ensuite, la vraie langue celtique, 1886, date d'édition, mais elle est forcément antérieure, puisqu'il faut le temps de l'écrire. Et Rennes-le-Château, l'ensemble donc de Rennes-le-Château, qui part donc de l'église et de l'ensemble du domaine. Donc, 1885, l'arrivée de Sonnières à Rennes-le-Château, jusqu'à 1906, avec la fin de la construction du domaine. Voilà, donc ça, c'est ma palette de sources authentiques. Et après, il y a tous les documents qui viennent se greffer, puisque nous avons encore le document de la CESA de 1906, hein, que j'étudie dans le premier bouquin. Je ne reviens pas dessus, mais donc ça fait quand même partie des différentes pièces qui apparaissent dans l'ordre de Rennes. Et par la suite, je vais aussi travailler sur les pièces de l'ordre de Rennes, puisque l'enquête en fait va s'agrandir, et je vais tenter de démontrer que ces pièces sont authentiques et que Plantard a eu, alors ça c'est quelque chose qui se dit, c'est pas de moi, hein, il y a d'autres auteurs qui l'ont dit, que Plantard aurait eu accès à un dossier qui aurait servi de fond pour la rédaction de l'ordre de Rennes par Gérard de Sède avec la complicité du marquis de Chérizet. Donc ça nous amène jusqu'à 1967. Voilà, toutes les pièces étudiées, c'est ça. Mais avant d'aller plus loin, moi ce que je voulais dire, c'était que en 2016, quand tu as écrit ton premier ouvrage,
la première source que tu avais utilisée, c'était bien la vraie langue celtique d'Henri Boudet. Non, parce qu'en fait, la première source que j'avais étudiée, moi, c'était la Pietà de Rennes-les-Bains dans l'église, puisque je découvre le fauteuil du Christ, que je compare au tableau, et c'est mon point de départ, en fait, le fauteuil du Christ, qui est représenté sur la Pietà de Rennes-les-Bains. De là, je fais un parallèle avec l'église de Rennes-le-Château, puisqu'il y a des éléments de l'église de Rennes-les-Bains qui existent toujours, puisqu'ils sont authentiques et qui sont d'époque, notamment par le biais du carrelage, qui présentent des motifs qu'on va retrouver à Rennes-le-Château. Et l'enquête part de là, en fait. Elle part après avec l'église de Rennes-le-Château, le domaine de Rennes-le-Château, et corroborée. Alors, au début, je travaillais vraiment pas vraiment avec les sources chronologiques. J'avais tout pris. J'étudiais une source, j'étudiais une deuxième source qui m'a amené à des résultats similaires. Et après, j'ai posé le problème de manière méthodique. Voilà. C'est-à-dire, je travaillais sur une seule source, une deuxième source après, une troisième source après, et finalement, les résultats m'amenaient à la même chose. Voilà, donc la langue celtique, c'est très compliqué en plus comme livre, puisqu'il y a plein d'interprétations possibles. C'est même très dur de prouver à quelqu'un qui ne connaît pas l'affaire que ce livre est codé. Il y a ceux qui vont partir du postulat qu'il est codé et donc pas de problème, on va pouvoir trouver des choses dedans, et puis il y a ceux qui vont me dire qu'il n'est pas codé, et tu auras beau tout démontrer, tout expliquer, et les gens te diront non, il n'est pas codé, et tu peux faire ça avec n'importe quel autre bouquin. Alors, ce qui n'est pas tout à fait exact, hein. Et je voulais d'ailleurs attirer votre attention. Donc, si vous voulez effectivement suivre le livre de Rudy et puis faire vous-même votre propre enquête, reprendre les éléments démontrés par Rudy et pouvoir suivre le cheminement qu'il a eu. Donc, c'est vraiment cette édition-là, aux éditions Bélisane, qu'il vous faut pour pouvoir suivre ce cheminement. Parce qu'il y en a eu d'autres, hein, traduction, édition de la vraie langue celtique. Par exemple, moi, j'avais commencé par celle-ci, qui est une édition de la demeure philosophale, qui est d'ailleurs une très belle édition numérotée, etc., hein, numéro 210. Mais c'est pas du tout le même nombre de pages, c'est pas du tout la même mise en page. Et effectivement, du coup, on ne retrouvait pas le raisonnement de Rudy, et il n'y avait rien qui matchait. Donc, il faut se référer à cette édition Bélisane. Et là, une chose, Antoine, l'édition Bélisiane, elle est totalement épuisée, et il a été réédité dernièrement par la librairie Les Portes de Rennes à Rennes-le-Château. Et donc, il y a une nouvelle édition en facsimilé qui est disponible. Voilà. Et donc permet de suivre tes travaux. Il y a un autre ouvrage aussi donc, que tu cites souvent, on va peut-être le montrer, hein, c'est L'Or de Rennes de Gérard de Sède. Attention avec L'Or de Rennes, parce que moi je cite la première édition de 67. Ah. Donc là aussi, il peut y avoir des différences ? Eh bien, la différence, elle va porter sur un truc qui est hyper important, que je vais développer dans le bouquin, c'est que dans la première édition de 67, celle que j'ai du coup, mais peut-être que l'édition que tu as le présente, c'est qu'il y a un plan de Rennes-les-Bains avec donc l'église et le cimetière de Rennes-les-Bains. Et il n'est pas du tout conforme à la réalité, et dans les rééditions qui vont suivre, ce plan va être retiré et remplacé par un plan correct. Il se trouve que sur le premier plan, eh ben, on peut en déduire des choses très sympathiques. Ouais, bien, il va peut-être falloir que je trouve cette édition de 67, la mienne est de 68. Bon courage, parce que moi je l'avais chopé il y a bien longtemps, et non, puis en plus l'avantage de celui de 67, c'est qu'il y a tout un cahier de photos en noir et blanc qui apparaît pas dans les rééditions. Ah si, là par contre... L'aventure mystérieuse, les petits bouquins rouges, ouais. Si, là, on va retrouver dans cette édition-là. Je crois qu'elle est assez conforme, celle-là. Je l'ai eu entre les mains, mais... Ah, est-ce que c'était ce plan-là dont tu parles ? Alors, attends, mais rééloigne un petit peu. Ah non, il est corrigé, là. Non, il est bon. Non, c'est vraiment l'édition de 67. Okay. Et je pense que... Je sais pas si on y reviendra, mais... Voilà, s'il a été retiré, c'est qu'il y a une raison. Ok, alors... donc on revient on en était d'ailleurs fin des années 50, hein, avant qu'on fasse cette petite digression avec Plantard. Et écoute, moi je vais peut-être montrer directement un dessin que tu as mis dans ton livre, hein, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi les deux premiers tomes, comme Rudy est aussi dessinateur, il agrémente les explications
par des mini-mangas, on va dire. Et on va aller... Spécificité pour ce bouquin-là, il n'y a pas vraiment de BD, il n'y a pas vraiment d'histoire comme il y avait eu pour le 1 et le 2. Parce que moi, déjà, le scénario du 1 était complet, et quand j'ai fait le 2, il a fallu tirer le scénario vers quelque chose d'autre. Là, il n'y avait plus moyen de tirer quoi que ce soit, donc c'est des sortes de spin-off. Voilà, c'est-à-dire on va partir de certaines scènes, il y a une continuité en fait dans le récit de mon livre, mais les personnages qu'on a vus dans le 1 et le 2, on va les retrouver. Et ils vont nous raconter des choses, et voilà, ça agrémente le récit. Mais c'est pas une BD d'introduction. Voilà, il y a de la BD dedans jusqu'à la fin, mais c'est plus pour relier les chapitres entre eux. Allez, on regarde donc la page 135 où Plantard a été invité. Par un personnage mystérieux, il ne faut pas vraiment dire qui c'est, parce que voilà, il y a une petite découverte, puisqu'on les voit depuis le 1 et le 2, mais... Tout à fait. Et voilà ce qu'il dit. Toi et tes amis irez là-bas. Un membre de l'AA vous y attendra pour te remettre le double d'un dossier. Alors, on verra dans quelques instants ce qu'est l'AA. Je compte sur ton talent de faussaire pour mener à bien la mission que je te confie. Tourner cette histoire en une fable ridicule pour que jamais plus personne ne s'y intéresse pour ce qu'est véritablement. Et ensuite, une dernière petite bulle où tu as Plantard qui discute avec d'autres personnages. Ah non, il discute avec de Ced, en fait, et puis de Chérizet. Parce que ça fait le lien avec le premier épisode du 1, en fait, quand ils arrivent à Rennes-le-Château. Okay. Bon, mais comme je ne sais pas comment les identifier, très bien. Et donc, c'est riche ici. Tiens, pourquoi ne pas partir sur une histoire de trésor? Ok, mais le tombeau du Christ alors? Du calme, on le fera plus tard. Alors, finalement, cette page, elle résume ta conviction propre sur toute cette histoire de Rennes-le-Château. C'est qu'il y a eu une énorme manipulation par une organisation qui s'appelle l'AA. Donc, on va en parler dans quelques instants. Et que peut-être que tout ça n'est qu'une espèce d'écran de fumée pour cacher quelque chose de plus important. C'est super compliqué parce que, si tu veux, il y a eu beaucoup d'auteurs ont travaillé sur... Même à l'heure d'aujourd'hui, définir ce qu'est Rennes-le-Château est compliqué. Moi, je prends l'exemple du chercheur Jean Brunelin qui nous dit toujours « Mais vous cherchez quoi ?» Il a raison. Lui, c'est un chercheur qui est arrivé au tout début des années 70, au tout début quand l'affaire a commencé. Donc, c'est un chercheur, c'est un monsieur qui a vraiment été là dès le début. Nous, on est des jeunes, hein, on arrive après la guerre. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se savent des anciens, qui ne se diront jamais ni dans des bouquins, ni à des plus jeunes. Hein. Je pense que ça, c'est entre eux. Hein. Bon, ça, c'est une première chose. Et c'est toujours difficile de savoir ce qu'on cherche et qui sont les acteurs. Alors, on va parler de l'abbé Saunière, on va parler de l'abbé Boudet, on va parler de l'abbé Gélis, on va parler du AA de Toulouse, on va parler des francs-maçons. Et là, voilà, là, on va tomber dans le marasme, les sociétés secrètes. Le prieuré de Sion qui vient se rajouter là-dessus. Rennes-le-Château, c'est un grand bordel. Mais c'est-à-dire que c'est même très difficile puisqu'on n'a pas d'éléments concrets pour dire qui a fait quoi. Alors oui, l'histoire de Saunière, on la connaît pratiquement entièrement, c'est bon. Il y a des chercheurs, Michel Vallet a travaillé dessus, Paul Sauzet a travaillé dessus, Christian Doumergue a travaillé là-dessus, Daniel Dugès a travaillé là-dessus. Moi, je cite plein d'auteurs, mais c'est des auteurs qui, pour moi, sont les plus crédibles. Voilà, on a déjà bien défriché l'affaire, mais quand on commence à aller plus loin, ça devient très compliqué. Alors oui, là, moi, je parle de la... Tu me posais la question par rapport à la manipulation, c'est ça, hein, par rapport à la... oui, alors ça vient du tout début du bouquin, puisque moi, je fais un lien avec Rome, avec des constructions qu'on va avoir à Rome et qui vont nous ramener au Razès. Moi, j'étais le premier surpris, en fait, de découvrir ça. Moi, il faut savoir que en fait, je suis auteur du bouquin. En fait, je raconte ce que je comprends. C'est différent. C'est-à-dire que l'histoire, elle existe déjà. Moi, je ne fais que comprendre et établir des pistes, établir des faits, J'ai des éléments de preuve hein, qui sont dans le livre et j'ai des vérifications qui vont étayer tout ça. Mais moi, je suis un acteur de tout ça. Donc, j'ai une conviction qui va se faire au fil du temps, au fil de l'enquête. Mais encore aujourd'hui, moi, ce que je présente, il y a des éléments. Voilà, moi, je parle de l'Académie d'Arcadie qui est née à Rome.
Donc, je sais pas si tu as lu un petit peu l'historique de l'Académie d'Arcadie. Hein, c'est une société, une sorte d'académie de poètes. Il y a beaucoup de liens entre la France et Rome. Il y a beaucoup de peintres français qui vont à l'école de Rome. On a Poussin qui, notamment, voilà, a fini sa vie à Rome, a vécu pratiquement qu'à Rome. Il y a des liens culturels entre Rome et la France qui sont très importants, mais même avec l'Europe. Et l'Académie d'Arcadie, c'est une académie qui va être créée par Catherine de Suède en 1690, mais qui existait un peu avant aussi, mais qui va vraiment prendre ce titre à partir de 1690. Et on a toute une pléiade de gens qui ont fait des constructions, qui ont fait des tableaux et machin, et qui auraient des liens avec le Razès. C'est ça qui est surprenant. Et on peut même aller plus loin, donc 1190, mais vers 1800, je n'ai plus la date exacte, mais on a un auteur qui est Labouisse, monsieur de Labouisse, qui va écrire un livre illisible. Hein. Bon, j'avais commencé à le lire en PDF parce qu'il est consultable, sur Voyage à Rennes-les-Bains. Et c'est un livre, voilà, tu lis ça, mais tu n'as rien appris de plus. Mais qui va quand même, dans son bouquin, nous citer déjà une affaire de trésor avec le diable et tout ça. Donc, ces choses-là, elles ont déjà été remarquées par plein de chercheurs. Si tu vas sur le site de Rennes du Midi, par exemple, il y a un article sur l'Académie d'Arcadie avec des ramifications, notamment Léon XIII qui était membre de l'Académie d'Arcadie, dont le blason est représenté sur le porche de l'église de Rennes-le-Château. Alors oui, Léon XIII était le pape en fonction au moment où Saunière construit l'église. Il y a d'autres écussons aussi d'autres personnes, mais bon, Léon XIII était quand même pape et membre de l'Académie d'Arcadie. Alors, c'est compliqué de vouloir déjà parler de l'Académie d'Arcadie maintenant, parce que c'est le début du bouquin, c'est le début de l'aventure, et moi, j'ai pas vraiment envie d'en parler plus que ça, parce que j'ai envie que le lecteur parte d'un fondement, c'est-à-dire d'une première chose qu'on va trouver à Rome, et suivre la piste, en fait. Je sais pas, tu as lu le bouquin, on est d'accord qu'on est presque dans un code, c'est le code da Vinci 2, et pourtant elle est réelle. Ce qu'on y découvre, c'est réel, c'est concret, ça se vérifie. Et moi, j'en parle avec le sourire, parce que cette histoire, moi, je l'ai vécue. Et pour faire simple, le rocher du serpent ou du crocodile, mais bon, il s'avérerait que ça serait plus un serpent que je présentais donc dans ton émission qu'on avait fait avec Yves, et puis que je présente dans le premier livre et dans le deuxième. Et bien, ce rocher, qui a une particularité quand même de forme et tout, et ben, on va le retrouver sur la fontaine de Trévi. On va le retrouver, mais visible, c'est-à-dire qu'il a la même forme. Avant juste d'aller là-dessus, parce que là ça va occuper une grande partie de cet entretien, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'effectivement cette tête de serpent, que tu appelais tête de crocodile avant... Crocodile par simplification, mais on s'est moqué de moi par rapport à ce terme-là, donc on va rester sur le terme serpent. Voilà, donc c'est à la tête du rocher, le rocher tête de serpent. Si on reprend notre entretien qu'on avait fait avec Yves Cara, donc il y a 3 ans, à l'époque, tu nous avais parlé du côté un peu guidé des trouvailles que tu arrivais à faire, qui étaient limite paranormal, je ne vais pas dire paranormal, mais mystique, qui t'amènent sur des endroits... où finalement tu fais des découvertes incroyables, toutes celles qui t'ont permis de faire tout ce cheminement. Et puis au final, ce début de livre, ce début du 3e opus, c'est exactement la même chose. Tu décides de partir en vacances avec ton épouse à Rome pour visiter, comme le ferait n'importe quel touriste, les monuments, parce que Rome c'est un musée à ciel ouvert, hein. Voilà. Et donc tu décides de partir là-bas, et comme forcément ça fait des années que tu travailles sur le sujet, ton œil il a été immédiatement attiré par un élément du décor. Alors attends, c'est pas moi, hein. Je sais pas comment je le mets dans le bouquin, mais c'est ma femme en fait qui le voit en premier. Ah, tu vois, c'est encore... Non, parce qu'en fait on arrive par derrière la fontaine, parce qu'on s'est un peu cafouillé dans les rues, et on n'est pas arrivé de face, hein. On est arrivé par derrière, et on arrive sur le côté droit par derrière, non, côté gauche, enfin ça dépend, bref. Ça dépend comment tu arrives. Et ma femme le voit, elle dit rien. Alors elle n'est pas du tout dans les bouquins, elle les a même à peine lus. Enfin, Rennes-le-Château, tu sais, c'est quand même un sujet, je fais une parenthèse, mais c'est un sujet qui t'empoisonne. Quand tu commences à aller là-dedans, c'est bon. Voilà. Donc il faut savoir en sortir, il faut savoir mettre des barrières. Donc Rennes-le-Château à la maison, très peu. Et heureusement. Mais elle connaît ce rocher. Et elle le voit, elle dit rien.
Et moi, j'arrive juste derrière, parce que je fumais une clope cachée derrière un pilier. J'arrive et je dis, bah, tu te rends compte, même le croco est à Rome. Et elle me dit, mais c'est ce que j'ai remarqué aussi. Elle me dit, non, allez, on arrête avec ça. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Mais au début, tu y crois pas, c'est une farce, tu vois. Tu te dis, ouais, ça ressemble quand même et tout. Bah, après, ça te marque quand même. Tu sais, tu te dis, Nicolas Poussin, il est enterré pas loin. Il y a son tombeau dans l'église, enfin, dans la basilique Sainte Lucina, là-bas. Tu te dis, ouais, tu te mets à faire des constructions tout de suite, parce que voilà, tu as les réflexes de chercheur, et tout de suite, tu te dis, ouais, il y a le Vatican, Nicolas Poussin est pas loin, la fontaine de Trévi. Après, tu te dis, mais ça concorde pas, parce que même ne serait-ce que les dates de la construction de la fontaine, mais mince, le croco est là, il est devant toi, tu le regardes par devant, tu le regardes par derrière, et tu te dis, ouais, il a quand même la même forme, enfin, il a la même inclinaison. Parce qu'il il est pas plat comme certains clowns ont essayé de me contredire, légèrement incliné. Et puis c'est vrai que les photos que j'avais publiées, puisqu'en fait il faut le prendre en photo par dessous, puisqu'en fait c'est dans un ravin, il y a juste une petite passerelle, enfin une sorte de petite terrasse où tu peux à peu près te poser pour prendre la photo, donc ça lui donne un côté un peu vraiment levé. Mais en fait il est un tout petit peu en diagonale comme ça. Et à Trévi c'est la même chose. Et alors, moi je fais juste une petite parenthèse, hein, parce que je fais de la sculpture, je fais du dessin, je veux dire, quand tu commences à construire une base de rochers, parce que voilà, il y a la fontaine de Trévi, il y a les rochers, puis il y a les statues qui vont dessus. Quand tu construis quelque chose, bon, je sais bien que voilà, tu veux faire joli, mais à la limite, tu vas mettre beaucoup d'énergie pour les statues, mais tu vas pas mettre beaucoup d'énergie pour les rochers. Et le fait de créer cet appendice là qui sort avec cette forme très particulière qui on verra la photo, normalement, entre guillemets, tu t'embêtes pas à le faire. Tu fais lisse. Hein. Enfin, tu fais pas des. Voilà. Et puis bon, bah, du coup, j'ai fait des recherches par rapport à la fontaine de Trévi, que je peux déjà en parler maintenant. J'ai refait l'historique. Donc le bouquin, hein, il est présenté comme c'est un peu un roman. Hein. J'ai essayé de romancer des parties pour que ça soit plus lisible. Hein. Je n'ai pas que des explications parce que sinon c'est indigeste. Donc voilà, hein, il y a des dialogues qui s'instaurent avec des sources et tout ça. Et si on refait l'historique de la fontaine de Trévi, ben, il y a pas mal de choses assez surprenantes. C'est-à-dire, au début, elle a un premier emplacement, et puis finalement, on va reprendre les plans et on va la mettre un peu plus inclinée. Donc déjà, il y a une première chose, on sent qu'il y a un plan, qu'il y a quelque chose. Ensuite, donc Nicolas Salvi, qui est le premier architecte de la fontaine de Trévi, va faire un premier plan, va faire un premier dessin et tout, et il va se fâcher avec un des sculpteurs qui va être envoyé. Donc, est-ce que ça serait que ce sculpteur s'est dit non, mais pourquoi faire cet appendice, ça servira à rien. Et il y a tout un historique autour de la fontaine de Trévi. Alors, bien sûr, hein, c'est une hypothèse, puisque pas un élément qui nous dit oui, c'est une carte du Razès, hein, mais voilà, il y a quand même plein d'éléments concordants qui nous laissent à penser qu'il y a quand même des choses qui ont été voulues, qui ont été décidées, qu'il y a un commanditaire. Parce que Nicolas Salvi va mourir, et ça va être repris par un architecte, et il a voulu changer les plans, et on le vire, en fait, encore une fois. Tout ça, c'est sourcé, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et le projet va se terminer. Et alors, chose très étonnante, c'est que la fontaine de Trévi va se construire sur une trentaine d'années, et le pape va l'inaugurer, alors qu'elle n'est même pas finie. J'ai pas vraiment trouvé, j'ai la date de l'inauguration, mais j'ai pas vraiment la date par rapport aux constructions, mais on sait déjà que l'assise de pierre, elle est faite à ce moment-là. Donc le pape va inaugurer une assise de pierre avant que les statues soient posées. C'est génial. Tu n'inaugures pas un bâtiment tant qu'il n'est pas terminé. Ah ben non, on va l'inaugurer quand même. Donc tout ça, voilà, c'est dans le bouquin, et vous allez voir, ça mène. Je te laisse me poser des questions, voir où c'est que tu veux me faire aller, mais voilà, il y a vraiment quelque chose autour de cette fontaine. Et juste pour revenir là-dessus, parce que le point de départ, je pense que c'est ça que tu voulais me faire dire, l'architecte de cette fontaine de Trévi, c'est donc Nicolas Salvi, qui était membre éminent de l'Académie d'Arcadie. Voilà, bon, ça, on verra que finalement tout nous ramène à cette Académie d'Arcadie. C'était pour ça que c'était intéressant d'en parler tout à l'heure en introduction, parce que effectivement, on ne peut pas bâtir tout ce jeu de pistes sur plusieurs siècles sans qu'il y ait une espèce d'entité, on va dire, supérieure qui arrive à suivre tout ça. Voilà, il faut qu'il y ait une intelligence derrière pour que ça puisse vraiment se concrétiser. Et je pense que tu as mis le doigt dessus. Alors je ne sais pas si on appelle ça une société secrète ou pas.
pour faire simple, moi, c'est quand je vois le rocher du serpent sur la fontaine de Trévi, je recherche l'architecte, je tombe sur Nicolas Salvi, je fais des recherches sur Nicolas Salvi, je tombe sur l'Académie d'Arcadie. Mon point de départ, il est là. Et je fais mes recherches. Et automatiquement, tu connais Google, tu connais les moteurs de recherche, tu mets Académie d'Arcadie, et ben il y a des articles qui ont été faits. Donc je reviens sur cet article de Rennes du Midi, où d'autres personnes l'ont fait. On fait déjà des premières ramifications, mais moi je les avais jamais vus ces articles du coup. Mais il y a des chercheurs donc quand même qui se sont penchés sur l'Académie d'Arcadie, qui ont vite bloqué du coup puisqu'il y avait pas vraiment d'éléments. Je pense qu'ils ont cherché par rapport au berger d'Arcadie, ça les a amenés à l'Académie d'Arcadie. Et voilà, c'était une sorte de voie de garage, mais ou peut-être une piste en attendant d'un élément nouveau. Et cet élément nouveau, moi je l'ai eu et ça m'a permis d'aller plus loin. Et c'est ça qui est vraiment étonnant dans toute cette histoire. Et je reviens sur ce côté un peu mystique de cette quête. C'est que, voilà, pourquoi est-ce que tu es arrivé à Rome à ce moment-là, et peut-être, tu vois, tu aurais pu y aller 5 ans plus tôt à Rome et tu n'aurais jamais rien vu du tout. Pourquoi tu n'as pas été à Venise en général, quand on va faire un tour en amoureux en Italie, on va plutôt à Venise. Bon, voilà, tu vois, voilà, tu vas à Rome et puis tu tombes sur la fontaine en venant par derrière, et là tu vois, tu vois cette tête de serpent, qui est d'ailleurs confirmée. Il y a une photo qui est très intéressante, c'est qu'elle est corroborer cette tête de serpent par une deuxième tête de serpent que l'on ne peut voir que lorsque la fontaine est arrêtée, donc, parce que sinon elle est recouverte par les jets d'eau, et donc quand ils font le nettoyage de la fontaine, on voit une deuxième tête de serpent apparaître. Bon, ça tu t'en es aperçu un peu plus tard en faisant tes recherches, mais là, ne serait-ce que ça, on n'est plus dans... Alors moi, j'en reviens quand même toujours au côté pratique, c'est-à-dire que si tu fais une œuvre d'art, peu importe ta taille, hein, si tu sais que tu fais une fontaine et si tu sais que l'eau coule, tu vas pas te casser la tête à sculpter une forme particulière sous l'eau, si tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, il y avait le côté visible et il y avait le côté invisible, tu vois, il y avait le côté initié et puis le côté profane, c'est-à-dire voilà, tout le monde peut voir le premier, le gros, et le plus petit est caché et finalement est connu que de ceux qui finalement ont les clés du robinet, enfin, de la fontaine. Non, mais tu as tout à fait raison. Pour le côté guidance, pour le côté mystique, encore une fois, c'est comme la spiritualité, c'est ta quête personnelle. Moi, on m'a toujours dit, ne parle pas de ça, parce que si tu commences à parler de ça, tu vas être décrédibilisé par les chercheurs sérieux. Alors déjà, il faut me dire ce que c'est qu'un chercheur sérieux. Première chose, et puis pourquoi on n'aurait pas le droit de l'évoquer, je veux dire. Voilà. C'est bien ça le problème, voilà, c'est comme finalement tu arrives à des résultats à partir, on va dire, de limite de choses qui sont capillotractées, selon l'expression en vigueur. C'est vrai que ça peut énerver des gens qui sont plus sur des recherches, on va dire, plus scientifiques, plus carrées, et qui finalement aboutissent pas forcément à des résultats. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le départ de la recherche, ou est-ce que c'est les trouvailles? Et là, les trouvailles, eh bien, à partir de cette fontaine de Trévi, effectivement, tu fais ces trouvailles sur l'architecte qui t'amène à l'Académie d'Arcadie et à tout le reste, mais pas que, parce que le soir, quand tu fais cette trouvaille, tu rentres à l'hôtel et puis ça te fait cogiter, et puis c'est plus fort que toi, il faut que tu sortes une carte. et donc il faut que tu regardes vers quoi te mène cette tête de serpent, et là, tu vas nous le dire, parce que ça te mène vers la suite de cette aventure. Je ne vais pas le dire à chaque fois que je vais dire une phrase, tout ce que je dis est vérifiable, voilà, point barre. Et vérifiez-le, et c'est ça qui est bien, c'est vérifiez-le, comme ça après il n'y aura pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui te disent plein de choses. Moi, tu sais, pour moi, voilà, game over, pour moi la partie elle est terminée. Hein. Moi je sors mon 3e livre, les gens pourront le lire, c'est à eux après. Hein. Voilà, moi tout ce que je mets dedans, j'ai plus rien, tout est dedans. Donc ce que je dis, je le prouve. Voilà, et
je pars pas dans des élucubrations. Lui, il a fait ça. Il y a un menhir IHS qui est caché quelque part dans la montagne, mais on peut pas vous le montrer. Ou je vais pas dire il y a une crypte souterraine à Sougraigne, mais moi je sais où elle est, mais je vous le dirai pas. On n'en est plus là. Ceux qui disent ça, c'est soit ils montrent, soit ils se taisent. C'est fini. Donc voilà, moi j'ai fini ma parenthèse. La personne visée se reconnaîtra et c'est très très bien. Ce que je veux simplement dire, ou alors on fait des débats. Voilà, les personnes qui affirment des choses ou des personnes qui ont certaines théories, on se met autour d'une table et on fait un débat et on débat. Voilà, tu as des éléments, prouve-les, moi j'en ai, je les prouve ou je les prouve pas. Et on fait un débat et on avance. Le problème avec Rennes-le-Château, c'est que c'est très difficile de faire ce qu'on appelle des tables rondes, voire même des débats contradictoires, mais sans se tirer le chignon, simplement pour que le public puisse avoir des éléments tangibles sur lesquels s'appuyer. Et arrêter de partir sur des élucubrations qui sont pas prouvées, qui sont pas vérifiables. Ou alors la personne qui va monter toute une histoire et qui nous dira mais un jour je vous dirai tout, ou alors vous n'êtes pas digne que je vous explique, mais arrêtez. Je tire aussi ce coup de gueule ce soir, moi c'est game over total, c'est-à-dire soit soit les gens montrent, ou alors ne dites rien. Vous n'existez pas. Si vous ne prouvez pas ce que vous dites, vous n'existez pas. C'est zéro pointé, c'est tout. Vous êtes disqualifié, ou alors vous montrez, parce que à quoi bon? Je veux dire, c'est comme dans toutes les recherches, comme dans toutes les quêtes. Je veux dire, si on fait un travail, il faut le faire de manière honnête. Et on peut se tromper. Moi, sur plein de choses que j'ai présentées, j'ai peut-être dû me tromper. On m'a expliqué qu'à des endroits, je m'étais trompé. Je l'ai reconnu, il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est de le partager et de l'exposer de manière à ce que les gens puissent après puissent avoir un dialogue. Enfin, voilà. Pour que les choses avancent, puisque le but, c'est que les gens veulent que les choses avancent. Ou alors, moi, je vous dis, Marie-Madeleine est enterrée sous le Bugarage, point barre, et puis vous me croyez ou vous me croyez pas. Et après, tu vois ce que je veux dire? C'est tout le problème de Rennes-le-Château, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça. Allez, point barre. Les gens, je pense, ont compris. Donc, c'était quoi la question par rapport à ça? Oui, par rapport à la fontaine de Trévi. Donc, la fontaine de Trévi, je regarde comment elle est, comme toute recherche basique, vers quoi elle est orientée. Puisque c'est un monument qui est magnifique, c'est la plus grande fontaine de Rome, vers quoi elle est orientée. Donc, bêtement, alors ça, je ne l'ai pas fait à Rome, je l'ai fait en rentrant, parce qu'avec les cartes de touristes, tu ne peux pas le faire. Mais on avait tout visité. Et donc, on avait pris plein de photos de tous les sites, et c'est ça qui est sympa, c'est qu'une fois que tu rentres, tu as quand même tes photos, donc tu peux vérifier les choses. Et donc, je regarde sur Google Earth, et je trace un trait, tout simplement, de la fontaine de Trévi. Et ben, vous me croyez pas, vérifiez-le, vous tombez sur l'arc de Titus. Le fameux arc de Titus qui fait fantasmer tout le monde, et à juste titre, puisque la face intérieure de l'arc de Titus présente les soldats romains ramenant le trésor de Jérusalem à Rome. Soldats de Titus. Et il se trouve que la fontaine de Trévi est orientée d'une certaine manière et que l'arc de Titus est orienté de telle manière que la face intérieure fait face à la fontaine de Trévi. Et que cet axe, fontaine de Trévi, arc de Titus, va passer sur la basilique de Constantin. Maxime Constantin, donc aujourd'hui Constantin, qui est en ruine, mais qui est encore magnifique. Enfin, je veux dire, elle est énorme. Et là, il y a un premier schéma qui se dessine. Tu te dis, oh là là, l'arc de Titus, Constantin, fontaine de Trévi, ouh là là, ça commence à ressembler à des choses qu'on connaît. Parce qu'on sait que l'empereur Constantin, sa fameuse phrase, c'est « par ce signe, tu vaincras », et qu'on la retrouve sur le porche de l'église de Rennes-le-Château. Et alors, est-ce que c'est ça c'est ça que tu veux me faire dire? Il se trouve que si tu prends le domaine de Rennes-le-Château, tu prends l'église, il y a aussi un arc. Une arc ou un arc? Je ne sais plus comment, je ne vais pas me tromper. Une arche en tout cas, l'arc de Titus. On a l'impression qu'elle est aussi représentée à Rennes-le-Château devant la grotte, la fameuse grotte du jardin, la fameuse grotte XSLXX, non c'est XXSLX, c'est peut-être un K, la première lettre, on ne sait pas, ça dépend des gens, il y a un débat. Et on a une sorte de plan de Rennes-le-Château qui serait une sorte de copie, une sorte de maquette de Rome, parce qu'il se trouve que pour aller de l'église à cet arc, eh ben, il y a le chemin qui permet de passer, qui est en diagonale. Ce qui est étonnant, puisque il faut savoir que quand Saunière arrive à Rennes-le-Château, il n'y a que l'église, et il n'y a rien autour.
on peut le retrouver puisqu'on a les cadastres, Alain Féral les a relevés, donc c'est reproduit, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien, on sait qu'il y a cette église et il n'y a rien d'autre. Donc si tu veux faire un chemin qui permet d'arriver dans l'église, tu as quand même plus de chances de le faire droit, à angle droit et d'arriver directement dans l'église. Ben non, il y a une diagonale. Et cette diagonale correspond exactement à l'arc de Trévis de Rome. C'est-à-dire, tu as la fontaine, tu as la basilique et tu as l'arc de Titus. Et bien, à Rennes-le-Château, tu as, c'est moins grand, hein, donc tu as l'église de Rennes-le-Château, la diagonale et l'arc qui t'amène à la grotte. Voilà. Et il va y avoir un autre élément qui va te permettre vraiment d'avancer à grands pas dans ta recherche. C'est le fameux triangle 3, 4, 5. Et là, on va se poser la question, mais pourquoi appliquer les règles d'un triangle 3, 4, 5 sur ces deux points ou sur une maquette parce que, justement, la notion de triangle 3, 4, 5, c'est une notion de proportionnalité, et quelles que soient les unités, quelles que soient les mesures, ça fonctionne toujours très bien. Et qu'est-ce qui te met sur la piste de ce triangle 3, 4, 5 ? Eh bien, ce sont deux éléments que l'on retrouve et qui sont tellement évidents une fois que tu les énonces, que l'on retrouve dans la chapelle de Rennes le Château. C'est sur la fresque murale de l'entrée. C'est une fresque avec 3 enfants, que je ne me trompe pas dans l'ordre, c'est 4 hommes, c'est ça, et 5 femmes. Et toujours au niveau des sculptures, hein, c'est ça, où il y a des dés. Sur une station du chemin de croix, il y a les dés, il y a la tunique du Christ qui est jouée au dés, et il y a le 3, il y a le 4, il y a le 5. Voilà. Et là, clairement, là, ça c'est pas un hasard, là on est vraiment dans le symbole qui nous indique que il faut utiliser cette formule. Tu vois, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire déjà qu'on retrouve le 3, 4, 5, la possibilité en fait de se servir de ce triangle arpenteur, moi je l'ai appelé comme ça. Déjà, c'est que, voilà, comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin de système de mesure. C'est-à-dire que si tu veux laisser un code, si tu veux laisser un message, il faut que ton message perdure dans le temps et puisse être compris à peu près à toute époque. Pour Rennes-le-Château, on est quand même en 1900, fin 1800, début 1900, donc le système métrique, il existe déjà. Mais sur les bergers d'Arcadie, on va le retrouver aussi, ce 3, 4, 5. Alors, c'est pas 3, 4, 5, mais on va retrouver une possibilité de retrouver les angles, hein, qui permettent de faire Les angles, c'est toujours pareil, je veux dire, ça ne bouge pas, hein. Un angle de 90 degrés fera toujours 90 degrés. S'il est représenté sur un tableau de 90 degrés, peu importe le système de degrés qui permet de l'obtenir, c'est la même chose. Et puis, le fait, on va laisser les bergers, mais pour revenir à l'église, le fait qu'on le retrouve sur la station de chemin de croix et qu'on le retrouve sur la grande fresque, encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le 1, dans le 2 et dans le 3, là, alors je pense que là, c'est flagrant, c'est que les indices, les messages, la lecture des éléments, et répéter. C'est-à-dire qu'on va laisser les éléments plusieurs fois. Je l'ai expliqué, selon ce que je pense, c'est que si un des éléments venait à disparaître, on peut le retrouver ailleurs. Si tu as un code qui marche sur plein d'éléments, mais qu'il y a un élément qui manque, ton code il est caduque. Mais si tu laisses plusieurs éléments, tu as de grandes chances que les choses perdurent. Et notamment à Rennes-le-Château, si tu prends l'église, et même le domaine, il y a plein de choses qui ont changé depuis les débuts. À grande chance, il y a eu plein de photos qui ont été prises au début. Et puis, il y a les cartes postales de Saunière qui sont alors là, pour le coup, totalement authentiques et qui nous montrent ce qu'il faut voir. Donc là, on sait ce qui a été modifié. Mais ça, c'est grâce à tous les gens des années 60, 70, 80 qui ont pris ces photos et qui ont laissé ce témoignage sur lesquels nous, on peut aujourd'hui travailler. Tu comprends ? Et oui, donc ce fameux triangle 3, 4, 5 va nous permettre d'arriver... Alors, c'est difficile de l'expliquer comme ça en une vidéo, parce que là, on passe de l'axe de Trévis, on ne sait pas de quoi on part, et puis après, on va tracer un triangle 3, 4, 5. Mais je vous assure que dans le livre, tout est expliqué, tout est bien expliqué sur des cartes, comment j'ai procédé pour arriver à certains points. Oui, alors, on va quand même voir très rapidement la relation avec tout ça, parce que on obtient quand même une distance. Alors, la distance, je ne l'obtiens pas. C'est-à-dire que la distance, elle existe à Rome. La distance entre la fontaine de Trévis et l'arc de Titus, c'est 1230 mètres.
ça peut être variable, hein, c'est tout bon comment tu places tes points, mais voilà, on est quand même sur une proportion entre 1230 et 1250. Et cette distance, on va la retrouver. Et voilà, on va repartir sur ce que j'explique. On va la retrouver dans la langue celtique. Parce qu'à chaque fois, moi, je prends une source et je traite une source. Après, je passe à l'autre source. Et on va la retrouver donc dans la langue celtique, alors, carrément écrite. À Rennes-le-Château, alors elle n'est pas écrite, mais elle est expliquée par les angles. Donc, on retrouve et ainsi de suite. Parce que, si tu veux, pour Rennes-le-Château, avec ce fameux triangle 3, 4, 5, je vais juste faire une petite explication. Ce triangle 3, 4, 5, à partir du moment où tu as 2 points, si tu appliques le principe du triangle des arpenteurs, tu déduis le troisième automatiquement. Voilà, c'est une technique de navigation avec des systèmes de proportion. Mais à partir du moment où tu as 2 points avec les 2 angles, tu peux trouver le dernier point. Et c'est le truc qui arène le château. Voilà. Oui, parce que dans les bergers, allez, on fait juste une petite parenthèse, parce que là aussi j'ai trouvé ça complètement excellent. C'est là, à un moment donné, et je vais le mettre en illustration, quand tu mesures la distance entre deux des index des bergers, et que tu traces une droite qui passe donc sur l'extrémité de chaque index, eh bien on a 5 proportions, 5 unités si on considère que ça c'est une unité, 5 fois l'unité qui permet d'arriver au troisième index de l'un des autres bergers. Et là aussi, quand on voit ça, on se dit, là il y a un codage mathématique, et donc derrière, on se retrouve avec les 2 points, on sait que du coup, on est sur la diagonale, donc la triangulation, elle va être facile à faire. Le berger bleu, le barbu, t'indique l'endroit du serpent, mais comme j'avais expliqué dans le deuxième ouvrage, sous ce rocher du serpent, il y avait toute une construction de pierre qui était la même que le tombeau des bergers d'Arcadie. Alors ça j'avais montré, hein, donc les photos, les comparaisons, hein, voilà. Alors moi je parle toujours le lieu du serpent, je l'appelle soit le lieu du serpent, soit le lieu du tombeau symbolique, puisque finalement le tombeau qui est représenté, on va dire la partie avec la pierre où le berger pose son pied dessus, c'est la pierre qu'il y a sous le rocher du serpent. Donc voilà, mais l'ensemble correspond, quand tu fais une transparence, hein, ça correspond tout à fait. Donc moi j'appelle ce lieu donc le tombeau symbolique, point de départ, montré par le berger bleu. Le berger rouge va nous montrer un point. Et quand on prend voilà, la distance entre ces deux index, il y aura les photos, donc les gens comprendront. Ça nous donne une première distance. Et si on répète cette distance 5 fois jusqu'à l'index du berger blanc, qui est au-dessus, donc voilà, système de proportion. Le berger blanc, on peut l'associer à la montagne qui est derrière, et on remercie M. Garcia qui a découvert cette ressemblance entre la pique grosse du Bugarache et le tableau. Parce que voilà, il faut aussi bien comprendre une chose, c'est que Rennes-le-Château, il y a plein de chercheurs, il y a plein de gens qui partagent leurs découvertes, et nous, les autres chercheurs, on se sert aussi, on utilise les découvertes des autres, puisque voilà, quand il y a du partage, ça permet aussi aux gens d'avancer, et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est pas, voilà, si on veut que les choses avancent, c'est mieux de les partager que de les laisser sous le boisseau. Et du coup, on peut associer donc cette montagne qui est la pique grosse du Bugarache au doigt du berger blanc. Et bien, il se trouve qu'entre le tombeau symbolique et la pique grosse du Bugarache, nous avons, alors que je ne me trompe pas, 6150 mètres. Si on le divise par 5, on arrive sur 1230. C'est ça, hein, que je ne me trompe pas? Ouais, je crois que c'est quelque chose. Voilà, on tombe sur une portion de 1230 et donc on va retrouver une distance entre le rocher du serpent, tombeau symbolique vont ensemble, hein, puisqu'ils sont vraiment ensemble, va nous amener jusqu'au doigt du berger rouge, donc le berger rouge nous indique un endroit maintenant. Il faut y aller, voilà, en suivant la pique grosse. Donc il faut partir du tombeau symbolique, il faut suivre cette distance sur 1230 mètres, et on va arriver à un endroit. Alors, on ne vous dira pas tout, hein, parce qu'il faut vraiment lire le livre de Rudy. Voilà, vous allez aller de découverte en découverte, et puis si vraiment on voulait tout parcourir, il faudrait au moins 3 émissions, et on va au moins amener le lecteur, le spectateur jusque-là. Donc où est-ce que ça nous amène, cette histoire d'axe de Trévis qu'on a appliqué du coup Alors moi du coup, voilà, cet axe, moi je vais l'appeler l'axe de Trévis. Alors ce qui est très amusant, je fais juste une petite digression parce que cet axe est matérialisé à Rennes-le-Château par la diagonale du chemin qui permet d'accéder à la porte de l'église. Ce chemin, donc ces murets, j'en parle parce que
là, ils sont en train de faire des restaurations, puis c'est possible qu'il y ait un des murets qui tombe. Alors, bon, il y a des photos, hein, toujours est-il. Ce chemin hein, qui permet d'accéder jusqu'à l'arc de pierre que Saunière avait fait poser, Saunière ou un autre, hein, c'est toute la question, est coupé en trois fois. Voilà. Il y a bien 3 ouvertures qui permettent d'arriver, donc une première, une deuxième, et on va dire une première qui permet d'accéder au cimetière, la deuxième qui permet d'accéder au calvaire, et la troisième qui permet d'accéder à la grotte. Eh bien, il se trouve que Trévis, ça veut dire 3 voies. Voilà. Donc, cette axe à Rennes-le-Château est coupée par 3 fois. Nous avons bien 3 voies à Rennes-le-Château, donc nous avons même les Trévis romaines, voilà, qui seraient reproduites à Rennes-le-Château. Mais ça, c'est excellent parce que, voilà, toi, tu pars sur ta théorie de l'axe de Trévis, puis tu trouves. Puis t'es le premier surpris parce que tu te dis, ouais, tu dis, il est quand même coupé par 3 voies. Tu vois ce que je veux dire? Même toi, en tant qu'observateur, parce que, en tant que chercheur, t'es ébahi parce que tu dis, t'es en train de, peut-être, de comprendre le message qui a été laissé. Et ça, tu sais, c'est des joies, c'est des joies intenses. Moi, je le mets dans le livre, mais, enfin, c'est des grands moments. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur cette histoire, où peut-être que les départs on va dire des éléments d'enquête sont un peu tirés par les cheveux, mais là où ça devient extraordinaire, c'est que même si c'est un peu tiré par les cheveux, c'est que la résultante, elle tombe pile poil sur des choses qui sont indéniables et qui sont là aussi vérifiables. Si vous allez sur le terrain, vous allez le retrouver. Et donc si on suit cette démonstration rapide qu'on fait, elle est beaucoup plus détaillée dans le livre, où est-ce que ça nous mène? Alors, ce qui est très amusant, voilà, c'est qu'à chaque fois, si tu veux, moi, je fais une théorie sur le papier, parce qu'il faut quand même, à la base, si tu expliques ça à n'importe qui, tu dis, voilà, moi, j'ai trouvé le rocher du serpent, j'ai trouvé une pierre qui ressemble à Rome, au rocher du serpent, ah, ça m'amène à l'arc de Titus, bah tiens, je vais aller dans le Razès, puis je vais aller vérifier si ça marche aussi. Tout le monde va te traiter de taré, mais c'est normal. Donc, il faut aussi prendre ça comme un jeu. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, si tu veux, tu as une théorie sur le papier qui t'amène à un endroit, qui t'amène à une zone. En fait, il faut parler en zone. Hein. Parce qu'il faut penser que les zones ont changé. Alors, les zones, elles n'ont pas changé, mais il y a beaucoup de bois, maintenant, il y a beaucoup de végétation. Donc, on ne peut plus observer les choses de la même manière. Est-ce que ce lieu était visible depuis le tombeau symbolique? Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Puisque le relief permet peut-être. Mais aujourd'hui, il y a trop d'arbres. C'est devenu un bourbier. Hein. Tout ce qui est autour de Rennes-les-Bains et tout, c'est vraiment compliqué. Toujours est-il, voilà, ça me donne un lieu. Et puis c'est marrant parce que ce lieu, il tombe pile poil sur le méridien de Paris, tu vois. C'est ça qui est quand même étonnant. Puisque je l'avais déjà expliqué dans le deuxième bouquin, le méridien de Paris semble être signifié sur le tombeau des bergers d'Arcadie par une ligne, mais ce même méridien de Paris est officialisé quelques années, 5 ans après la mort de Poussin quand même. Donc on est quand même sur des zones, sur des périodes très très proches. Puis tu sais, le méridien de Paris, il est simplement basé sur le solstice d'été. Donc ce méridien, il est connu depuis perpète. Il a été pris pour être le méridien de Paris, mais il est connu puisque à Montségur, il y a un phénomène lumineux qui se fait le jour du solstice d'été. Donc ce phénomène est connu. Bon, toujours est-il, pour revenir par rapport à ça, cet axe de Trévis que je trace sur la carte, par rapport à la pique grosse, enfin tout le monde pourra vérifier ça dans le bouquin, tombe sur le couple méridien de Paris. Ah merde, tu dis c'est pas mal quand même. Tu dis, oulala, ce méridien, est-ce qu'il n'aurait pas été placé là pour nous emmener quelque part, tu vois? Et arrivé sur zone, les gens vont, j'explique pas tout, mais parce qu'il y a quand même comment on y arrive, c'est assez rigolo. Et il y a un rocher, à un endroit, sur l'axe du méridien de Paris, en forme de tête. Alors, j'entends déjà les gens dire, oui, mais des rochers en forme de tête, tu peux en trouver plein. Bah, oui, tu peux en trouver plein, oui. Sauf que là, il y a une première méthodologie théorique qui t'amène à cet endroit, puis tu trouves une tête, qui est quand même pas rien. Et cette tête, on peut toujours douter de... Bon, c'est vraiment un visage, hein, pour le coup. Mais à la toute fin du bouquin, il y a un petit bonus. Hein. On en parlera juste comme ça par rapport à une nouvelle, attention, là je vais faire hurler tout le monde, d'Arsène Lupin. Parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent aussi sur Arsène Lupin, et notamment M. Ferté qui avait fait toute une étude là-dessus. Ben, il se trouve que dans une nouvelle d'Arsène Lupin, ben, il en parle clairement de cette tête, et il donne un indice qui permet de l'identifier clairement.
Tu l'avais vu ou pas, ça? Ouais, mais ça, on y reviendra en fin d'émission sur ce parallèle avec Arsène Lupin, parce que là aussi, Ouais, mais c'est c'est juste tentaculaire, faut extraordinaire. pas qu'on parte dans tous les sens, parce que le problème de cette histoire de Rennes-le-Château, tu vas partir sur l'Académie d'Arcadie, tu vas partir sur Arsène Lupin, c'est compliqué. Ouais, mais voilà, on fera quand même un petit passage, parce que là, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire, cette histoire d'Arsène Lupin. Et puis, ça ne fait que corroborer ta théorie, qui est de dire que les éléments de réponse sont disséminés partout, au cas où il y aurait à un moment donné un chaînon qui soit manquant, qui disparaisse. On peut toujours faire après des raccords avec d'autres chaînons, et c'est extraordinaire. Mais on y reviendra tout à l'heure sur Arsène J'ai Lupin. quand même travaillé sur un tableau, en fait, avec les différentes ramifications entre les différents personnages. Alors, tu sais, c'est toujours pareil, hein. Lui, il a connu lui, il a connu lui, donc ils sont liés. Tu sais, c'est pas A, il connaît B, B, il connaît C, mais ça veut pas dire que A, il connaît C, hein. Ah, il y a des auteurs, hein, qui font ça, hein. L'autre, c'est le copain du copain du copain, donc ils se connaissent tous, mais ça marche pas. Moi, j'ai fait un tableau explicatif avec les dates et tout ce que je peux dire, mais sans trop vouloir aller, sans trop me mouiller. La sœur de Maurice Leblanc, donc l'auteur d'Arsène Lupin, était bien copine avec Péladan, qui était le créateur de la Rose-Croix, d'un mouvement Rose-Croix du Graal. Euh, et Péladan, son père, était membre de l'Académie d'Arcadie. Alors attention, ça ne veut pas dire que Péladan était membre de l'Académie d'Arcadie, mais on a l'impression qu'il y a des choses qui ont dû passer entre gens lettrés, tu vois. Voilà. Mais ça, voilà, c'est expliqué dans le bouquin. Mais voilà, il y a des ramifications que tu peux trouver. Mais il y en a d'autres. Je laisse le lecteur se plonger dedans. Voilà. Ouais. On va revenir sur cette tête que tu as appelée d'ailleurs la tête du sauveur. Je l'appelle la tête du sauveur, puisque par la force des choses, l'abbé Boudet, dans son bouquin, va parler de la tête, mais un nombre de fois incalculable. La tête, aide, en anglais, il revient toujours dessus. Il te parle de la tête du sauveur. Et tout. Puis alors, il se trouve que la tête du sauveur, ça, j'avais fait un article dans la Gazette de Rennes-le-Château. Puis finalement, il y a une nouvelle source qu'on a trouvée qui nous permet aussi de penser, alors là maintenant il n'y a plus de doute possible, qui sur la carte de la reine celtique, donc la carte qui est représentée à la fin du livre de l'abbé Boudet, hein, dans l'édition Bélisiane, mais même dans la nouvelle réédition, mais il se trouve que Rennes-les-Bains a les traits du profil du Christ. Voilà, donc encore cette notion de tête, parce que la carte n'est pas représentée à l'identique d'un vrai relevé, hein. C'est-à-dire que la carte qui a été faite par Edmond Boudet, donc le frère de l'abbé Boudet, et d'ailleurs il s'appelle Edmond Boudet, Oui. hein, encore la et des fois il signe même que Ed, hein, donc encore la tête. Cette notion de tête va revenir un nombre incalculable de fois, et jusqu'à pousser le vice encore plus loin, l'abbé Boudet avait fait placer sur le mur de son presbytère une tête apparemment de déesse romaine, peut-être singulière, hein, je veux dire, mais sans doute qui a dû être retrouvée pendant des fouilles, parce que Rennes-les-Bains, voilà, c'est une ancienne station thermale romaine, donc il y avait des vestiges qui ont été retrouvés, mais l'abbé Boudet avait pris cette tête et l'avait fait poser sur le mur de son presbytère. Et alors cette tête aujourd'hui, elle est plus sur le mur du presbytère, mais elle est encore visible dans le petit musée de Rennes-les-Bains. Mais bon, on a des photos, hein, on sait où elle était placée. Donc voilà, encore une fois, c'est amusant, l'abbé Boudet va faire placer une tête sur le mur de son presbytère. Donc cette notion de tête va revenir dans son bouquin et va revenir même en visuel, c'est-à-dire comme une sorte de maquette, sur le mur de son presbytère. Donc cette tête, elle a une importance. Et quand on regarde donc cette image, honnêtement, on n'est pas dans de la pareidolie. Là, on voit clairement cet œil qui, au début, je me suis même demandé, c'est pas possible, c'est Rudy qui a retravaillé la photo en mettant un coup de feutre pour voir l'œil. Parce que tu sais, le problème, c'est que quand je montre des choses, on dit que je trafique les photos. Alors ça, c'est terrible. Alors moi, encore une fois, hein, si quelqu'un veut les photos d'origine, je lui transmets, hein, comme ça il pourra tout regarder. Mais alors, le meilleur des trucs, aller sur place avant que ça. Mais moi j'ai très peur. Alors après c'est toujours le risque, hein, c'est quand tu commences à montrer des lieux, t'as toujours très peur que ça soit saccagé. Hein. Bon, si les mecs ils ont rien d'autre à faire que de casser des pierres avec des marteaux, bah, c'est très bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a l'impression qu'elle a été un petit peu abîmée cette tête hein, sur la partie supérieure gauche. Tu vois, on dirait que elle a été effritée ou non.
Ouais, moi je l'ai bien regardé, j'ai retiré la mousse qui était dessus, tu sais, parce que tu sais, dans l'affaire de Rennes-le-Château, on sait que Boudet a mis des croix un peu partout et dès que tu as une pierre un peu singulière et puis qui correspond à quelque chose, le premier truc que tu fais, c'est que tu vires la mousse pour voir s'il n'y a pas une croix dessus. Là, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de croix. Mais il y a un grand trait au milieu du visage qui est quand même. Ah, alors il y a pas de croix, il y a un taux, tu sais que dans certaines représentations, la croix est tentée, il n'y a pas la partie supérieure de la croix. Et effectivement, en tout cas, il y a un grand T, comme un coup de hache. Je le dis parce qu'on le verra tout à l'heure avec Arsène Lupin. Ça vous fera tilt lorsqu'on reparlera d'Arsène Lupin. En tout cas, voilà, là, il n'y a pas photo, et c'est là-dessus où je veux revenir, c'est que à un moment donné, voilà, le hasard, ok, pourquoi pas, mais la probabilité qu'en partant d'une découverte fortuite, on va dire, en Italie, tu parviennes voilà, à l'emplacement exact de cette tête, même si à un moment donné, bon, je ne sais pas combien de temps tu as cherché pour tomber dessus, mais voilà, c'est promenez-vous en forêt, puis essayez de trouver quelque chose dans une zone un peu large, vous allez voir, ça se fait pas comme ça, et puis vous pouvez pas y tomber dessus par hasard. Parce que si on veut corroborer l'histoire de la tête, et ça, c'est vraiment une super jolie trouvaille. Parce que moi, je suis le premier surpris. Enfin, je suis un gosse, moi, quand je suis là-bas, et quand je découvre des choses comme ça. Je vais pas en dire plus parce que, voilà, il faut garder un peu la surprise, mais prenez l'église de Rennes-le-Château. La plus grande chose qu'il y a dans cette église, c'est cette fameuse grande fresque. Et quel est l'élément le plus haut dans l'église, à l'intérieur même de l'église? Eh ben, c'est la tête du Christ sur ce qu'on a appelé le mont des Béatitudes, même si c'est pas ça, mais voilà, la tête du Christ, les bras ouverts, hein, les bras écartés, c'est l'élément le plus haut dans l'église. Alors oui, il y a effectivement dans les arches quelques peintures et tout, mais vraiment un élément figuratif, le plus haut, c'est cette tête. Comme si on avait eu cette volonté dans l'église de dire, voilà, la chose la plus importante à trouver, c'est cette tête. Ça, c'est intéressant. Et pareil, si tu prends le domaine même de Rennes-le-Château, excepté le clocher de l'église, puisque le clocher de l'église, il existait d'origine. Un des éléments les plus hauts du domaine, c'est la tête du Jésus au-dessus de la Villa Béthanie. Et au-dessus, donc, il est dans une forme de triangle. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Mais voilà, cette tête. Et ensuite, il faut voir comment raccorder cette tête avec le reste. Et si on prend la grande fresque, hein, puisqu'on a les panneaux qui sont peints de chaque côté, hein, ce grand rond de bosse est entouré d'un immense tableau. Donc une première partie, moi je l'avais entre guillemets décodée, où je l'explique dans le 1. Et là, dans le 3, par contre, on y revient, et là on a tous les éléments qui vont avoir du sens. Et ça, c'est intéressant aussi. Et on remercie M. Brunelin d'avoir pris les photos de la fresque, parce que c'est aussi grâce à ce genre de travail que nous, on peut travailler, si tu veux, puisque des photos ont été prises. Daniel Dugès aussi avait fait des très très belles photos de la fresque sur lesquelles j'ai pu travailler. Et tout ce rond de bosse, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais vous le vérifierez, c'est une carte sur le terrain. Du sac au pied du Christ jusqu'à sa tête. Et bien, quand vous prenez les proportions et que vous le mettez sur le terrain, ça marche. Donc, on aura la pierre du sac, on aura même l'eau qui passe, parce que le Christ, il se trouve que le Christ a quand même une tunique, et l'intérieur de sa tunique est bleu. Alors, ça va dépendre des photos, mais allez-y, si vous êtes allé à Rennes-le-Château, vous pouvez même regarder, c'est bien bleu. Et là, il se trouve qu'avant la tête, il y a de l'eau, et c'est exactement la représentation cartographique, si tu veux, mais transformée en figuratif. Voilà. Et ça, voilà, mais ça, c'est juste génial parce que ça corrobore. Autant tu peux te dire, voilà, Boudet a mis une tête sur le mur de son presbytère. Ok, tu peux trouver d'autres rochers en forme de tête. Mais là, par contre, on a les autres éléments. Parce que je pense clairement que la vraie langue celtique est précise, mais pas aboutie. Pas suffisamment aboutie, de manière à avoir, enfin, de manière. C'est aussi pour ça qu'on a mis le message aussi à Rennes-le-Château, qui lui est beaucoup plus abouti, pour le coup, beaucoup plus figuratif déjà, et beaucoup plus abouti. Mais je pense qu'il y a une erreur, je vais peut-être me mettre des chercheurs à dos, mais à mon avis, il y a une grosse erreur de dire que l'église de Rennes-le-Château est une version imagée de la vraie langue celtique. Moi, je suis pas d'accord. La vraie langue celtique a une manière de fonctionner,
Et Rennes-le-Château a une autre manière de fonctionner qui t'amène aux mêmes choses. Mais il faut jamais mélanger les sources. Si tu commences à prendre la vraie langue celtique puis aller dans l'église de Rennes-le-Château, t'es foutu. Tu peux pas mélanger les sources, puisque la langue celtique elle a été éditée en 86. En 86, Rennes-le-Château n'existe pas. Enfin, Rennes-le-Château, tel que l'église codée n'existe pas. Donc, puis qui, imagine, aujourd'hui nous on connaît cette affaire parce que Plantard en a parlé, puis il y a eu Internet, et puis il y a eu les bouquins. Mais imagine, personne n'en a jamais parlé. Toi, tu arrives à Rennes-le-Château, on te dit, voilà, il y a un truc à découvrir, on te donne le livre de l'abbé Boudet. Tu fais comment pour aller à l'église de Rennes-le-Château? Tu le sais pas qu'il faut aller là-bas. Peut-être dans le fait que Boudet ne parle jamais de Rennes, mais au moment où il écrit son bouquin, il n'a pas de raison vraiment d'en parler, parce qu'il n'y a rien encore à décoder là-bas. C'est pour ça que cette histoire, autant elle peut être tentaculaire sur les acteurs, mais elle est encore plus tentaculaire dans les codages, puisque les gens ont tendance à mélanger, dire ah ben j'ai un élément là, ben on le retrouve là-bas. Oui mais non, ça marche pas comme ça. Travailler sur une source, arriver à quelque chose, travailler sur l'autre source, arriver à quelque chose, et vous regardez si ça match de la même manière. En tout cas moi dans le bouquin c'est ce que j'ai fait à chaque fois. J'ai séparé chaque source. Alors oui, juste petite précision, donc cette histoire que tu viens d'évoquer avec la toge du Christ qui représente une rivière. Donc ça, c'est un élément de réponse que tu mets dans Génération Cité d'Or numéro 3. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés, élément de réponse qu'il n'y a pas dans ton livre, parce que tu ne pouvais pas tout mettre, il y a déjà plus de 300 pages dans ce livre. Pour faire simple, c'est que comme le message se répète, et encore une fois, il y a tellement de moyens d'arriver aux mêmes conclusions. Voilà, si je mettais tout, ça aurait été trop chargé. Donc j'ai vraiment gardé les trucs très essentiels. Pas dire que les décodages que je mets dans l'article sont moins bons, hein, c'est pas une question d'être bon ou moins bon, mais voilà, c'est une manière de... J'en avais gardé, ouais. Enfin, c'est très bien que ça soit dans l'article, puisque ça fait un complément de réponse qui permet encore d'arriver à la tête sans trop de difficultés, on va dire. Alors, en parlant de la tête, je voulais revenir justement sur ces dessins d'Edmond Boudet, donc Ed Boudet. Il y en a 3 hein, dans la vraie langue celtique, et donc je voulais revenir sur celui-ci. Donc celui-ci sur le Rulers, où toi tu pars sur on va dire une théorie, où on retrouve donc en légende 1-2 Rulers du plat de la Coste, 3 menhirs renversés, et 4 menhirs sur pied. Et donc toi tu pars sur le principe 1, 2, 3, 4, 1234, qui correspond justement à la distance en mètres de l'axe de Trévis. Alors toujours avec la même difficulté de quand est-ce que le mètre a été officialisé, etc. Mais ça tu l'expliques très bien dans ton livre. Et du coup, effectivement, ça donne un autre élément de réponse par rapport à cet axe de Trévis. Je coupe, mais juste pour dire, on a, voilà, au niveau pictural, la vraie langue celtique, voilà, il y a les 2 gravures et la carte. Bon. Sur la première, la deuxième, enfin en tout cas sur la fameuse pierre levée du Cerbaïrou, ce qu'on appelle aujourd'hui le dé, mais on ne sait pas d'où ça vient finalement cette appellation, il y avait le rocher du serpent qui apparaissait dessus, c'est ce que j'expliquais dans le premier bouquin. Donc, en toute logique, il faut associer cette gravure à l'autre gravure, puisqu'elles sont ensemble. Puisque de toute façon, c'est tout simple. Hein. Si tu veux retrouver un lieu, il faut le montrer. Il faut le montrer, ou alors il faut donner des éléments qui te permettent de le retrouver. Donc moi, bêtement, j'associe les 2 gravures, et donc je retrouve donc mon rocher du serpent qui est mon point de repère, je l'associe à la 2e gravure, et la 2e gravure, elle me donne un chiffre, 1234, puisqu'on fait apparaître des numéros, et la signature Ed Boudet, donc on a le ED, donc la tête. Et je me dis, et après il y a toute une explication comment arriver, parce que voilà, on a notre point de départ qui est le rocher du serpent, on a notre distance de 1234 qui nous amène à la tête. Par contre, ça te donne un périmètre, enfin ça te donne un cercle, puisque tu sais pas dans quel axe orienter ce rayon, du coup. Et il y a une combine dans le bouquin qui te permet de relier à la pique grosse. Ouais, oui. Ça, je le dis, il faut que le lecteur le voie, le vérifie lui-même. C'est génial. Et, et c'est là où tu te dis que celui qui a créé la vraie langue celtique. Alors moi, il faut bien savoir que vraiment ce que je ressens des personnages, parce que on parlait un peu du surnaturel, mais tu sais, à force de les dessiner, tu as l'impression de les connaître. Enfin, tu vois, il y a un peu de ça. Et moi, je suis convaincu que l'abbé Boudet n'était pas cryptographe. Tu vois? Je suis convaincu que le mec, il était pas, il avait,
Je pense qu'il a codé son bouquin un peu pas n'importe comment, mais genre lui devait comprendre son truc, mais pour que quelqu'un d'autre comprenne. Tu vois, c'est comme deux meilleurs amis qui... Moi, je sais que mon meilleur ami, si je lui dis j'ai caché quelque chose, comme il me connaît, il va plus ou moins savoir où je vais le planquer, parce qu'on se connaît. Mais je pense que l'abbé Bouddha, c'est un peu ce qu'il fait. Je crois qu'il code, genre, pour des mecs qu'il connaît, mais bah, finalement, 100 ans après, on l'a pas connu, nous, Bouddha. Donc, c'est dur de comprendre sa logique. J'ai imaginé juste 2 secondes comment est-ce qu'il a pu écrire ce livre pour que tout matche à un moment donné. Mais il a dû faire des grilles énormes, voire même 310 grilles, hein, vu qu'il y a 310 pages, avec une lettre par case. Moi, je crois pas que, non, mais moi, je crois que le bouquin n'est pas entièrement codé. Hein. Je pense qu'il a besoin d'un nombre de pages parce qu'il a besoin d'avoir certains chiffres. C'est pour ça qu'il doit tirer le bouquin jusqu'à 310 pages. Il faut quand même savoir que dans la langue celtique, il y a des pages entières qui recopient chez d'autres auteurs. Hein. Je pense que le mec a besoin de 310 pages. Et oui, il en a besoin de 310 parce que je suis en train de penser à la fin du bouquin, il a besoin de ce 310. Parce qu'à un moment donné, il y a une distance de 310 mètres. Donc, il en a besoin. Et je pense honnêtement qu'il va coder certaines pages, il va coder certains éléments. Je pense qu'il a une nomenclature et après, il remplit les trous avec des pages où il parle de tout et de rien, puisque c'est un peu ça son propos. Je pense qu'il y a des pages qui sont ultra codées, et notamment une page qui est géniale, puisque c'est la clé. Mais cette clé, tu peux pas la comprendre si tu n'as pas les autres éléments. Hein. Ça, on en parlera plus tard. Non, mais c'est tout à fait ça. Parce que moi j'ai essayé de suivre un peu ta méthode. Mais au final, cette méthode, on peut pas la suivre au hasard. C'est pas ça, voilà. Il faut vraiment que le point de départ soit bon. Et je vais vous en faire une petite démonstration. Donc sur cette image que je montrais, tu parles donc de 1234 hein, par rapport aux légendes sur ce dessin. Et donc du coup tu te dis tiens bien si je mets 234 d'un côté et 1 de l'autre en disant mais tiens 1 c'est une annotation de pied de page, voyons voir ce que ça me donne. Effectivement quand on arrive sur la page 234 et qu'on prend l'annotation de pied de page, déjà on s'aperçoit qu'il y a une annotation de pied de page, donc on arrive au 1234 sur cette page 234 et là on voit qu'elle s'appelle cette tête sculptée du sauveur est entre les mains de M. Caillot et Alette. Sur la page 234 c'est marqué 1 entre parenthèses à gauche en bas. Oui. Et ben, tu prends le 1, tu le mets à gauche. Et tu le mets à gauche en haut. Et ça te fait 1234. Oui, c'est ça. Voilà. Ça marche plus ou moins comme ça. Ça marche. Alors moi j'ai essayé de faire une autre méthode pour voir où est-ce que ça mène. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Allez, je vous remontre cette page. C'est la façon dont il positionne, vous voyez, les légendes. Le 3 est placé avant le 1 et le 2. Et on a le 4 qui est placé après à l'extrémité. Et donc, naturellement, on aurait tendance à lire 312-4. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il n'y a que 310 pages dans la vraie langue celtique. Alors je me suis dit, tiens, je vais appliquer une méthode à la Rudy. Peut-être que ce -4, c'est pas un tiret, mais c'est un moins. Et 312 moins 4, ça nous fait 308. Alors voyons voir ce qui se passe, page 308. Ben, page 308, en fait, on est dans le sommaire. Et à un moment donné, tu t'expliques qu'il faut aussi redécomposer après les nombres. Et donc 312. Donc si je reviens sur 312 et que j'applique 312 sur cette page, donc je vais prendre le 3e paragraphe de cette page. Donc 1, 2, 3, je me retrouve dans le chapitre 4, bizarrement. Et ensuite, je vais prendre le 1, c'est-à-dire la première phrase du 3e paragraphe, et le 2e mot. Et donc j'arrive à Gomère. Voilà. Et donc Gomère renvoie à la page 106. Et là, je m'aperçois que, comme tu le dis, impasse. Où est-ce que ça me mène? Voilà. Donc on ne peut pas appliquer, ou alors peut-être qu'on peut le faire et qu'il y a peut-être quelque chose de caché derrière cette histoire de Gomère et compagnie. Mais tout ça, c'est pour revenir un petit peu sur ce sur quoi je voulais aller en introduction. C'est cette notion un peu de guidance. Vous voyez, on ne peut pas s'improviser, on va dire, sur ce genre
de méthodologie, parce que il y a des endroits où ça mène dans des impasses, et sûrement beaucoup d'endroits où ça mène dans des impasses. Je reviens sur... parce que moi, j'ai beaucoup discuté avec Ludovic d'Arcana. Oui. Et Ludo me disait, c'est toujours excellent de discuter avec lui parce que il a un côté pragmatique, mais qui est hyper utile parce que tu sais, Rennes le Château, tu pars vite dans des délires. Et il me dit, si ce livre est codé, il faut qu'il ait une clé. S'il n'y a pas de clé, tu pourras faire dire tout ce que tu veux. Tu prends telle lettre, tel mot, tel machin, tu peux faire dire ce que tu veux à n'importe quel bouquin. Et ben la clé, c'est le 310-11 de sa pierre tombale, le fameux ictus qui, une fois retourné, fait le 310-11. Et ce 310-11 va être retourné dans tous les sens, puisque tu peux avoir 103, 9, hein, voilà, on prend toujours. Et moi, je pars de cette clé, en fait. Et là, Ludo avait complètement raison. Sur le principe que si le livre est codé, il part d'une clé. Et on va remarquer que dans cette affaire, tu as des éléments d'un côté, et puis tu as des clés de l'autre côté. Et si t'as pas, tu sais, c'est comme dans tout, si je te donne que la clé de quelque chose, t'en fais rien. Si je te donne une porte fermée, t'en fais rien. Et si tu as les deux, tu peux ouvrir. Et ça marche comme ça. Tu as tout à fait raison. C'est séparé en deux parties. Il y a livre 1, livre 2. Il y a une première partie, voilà, jusqu'à la tête et tout. Avec un lieu, il y a quand même la pyramide derrière qui est intéressante. Parce que le lieu même de la tête nous amène quand même à ce que moi je vais appeler la cage du sanglier. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Mais il y a une deuxième partie, un livre 2, qui va nous amener encore ailleurs. Mais en prenant les points qu'on avait, les jalons, ce que moi j'appelle les jalons. Alors je ne sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas. Oui, sinon on risque de faire une émission de 3-4 heures, mais ça... Juste pour expliquer, très vaguement, l'abbé Boudet, tout le monde se dit c'est impossible que l'abbé Boudet ait été à Paris ou que Saunière... Saunière, on le disqualifie un peu parce que, comme je t'ai expliqué, il y a l'affaire Saunière et il y a l'affaire Boudet. Il y a un moment donné où elles vont se croiser parce que mon intime conviction fait que je pense que Boudet et d'autres peut-être, mais voilà, il manque des éléments pour pouvoir le prouver, ont piloté le projet de Rennes le Château. Mais ça, c'est un postulat, parce que tu ne peux pas le prouver. Et que l'abbé Boudet ait travaillé à partir des bergers d'Arcadie. Alors non, on dit que Saunière n'a pas été à Paris, Saunière a été à Paris, aurait ramené... En tout cas, tu sais, moi j'aime bien partir aussi de la légende de Gérard de Sède, qui est pilotée par Plantard. Il nous parle des bergers d'Arcadie dès le bouquin de l'Or de Rennes. On en parlera de Plantard plus tard. Donc ces bergers d'Arcadie, c'est fantomatique. Ils sont authentiques, pas authentiques. Moi, les deux premiers bouquins vont tenter de prouver que c'est authentique. Mais on bûche toujours sur quelque chose. Alors, en plus, moi, j'avais fait l'article dans la Gazette et je vais le reproduire dans le 3. Boudet va te citer les bergers d'Arcadie. Donc, tu te dis, ah, mince, il y a quand même quelque chose. Mais après, il faut rester sur du concret. Est-ce qu'il y a un élément qui te permet de te dire, est-ce que Boudet a pu avoir une reproduction des bergers d'Arcadie? Alors, on sait que non, le Louvre ne vendait pas de reproduction des bergers d'Arcadie. Et là, il y a une découverte que je dois à Émilie, je la cite, ça va lui faire plaisir. Et moi, elle m'a fait très plaisir le jour où elle a trouvé ça. Non mais c'est fabuleux, il y a un bouquin qui a été édité par le Louvre avant la parution de la langue celtique, il y a l'année dans le bouquin. Et dans ce bouquin, qui est tiré à 100 exemplaires, il y a des photographies de certains tableaux du Louvre. Et dans ces tableaux du Louvre, il y a une photographie des bergers d'Arcadie. Photographie. Alors, je ne te parle pas d'une reproduction d'une gravure ou de quoi que ce soit. Ah ouais. Une photographie qui date d'avant Boudet. Donc, je ne te dis pas que Boudet l'a eu entre les mains. Moi, je le crois. Mais pour moi, c'est ma conviction. Mais avant Boudet, avant la langue celtique, cette photographie existait. Et l'abbé Boudet, on sait qu'il est ami avec Fédier, qui, lui, a pu l'avoir puisqu'il était dans les cercles et tout ça. Techniquement, il pouvait l'avoir. Et cette photo, moi, je la reproduis dans le bouquin. Ouais, et je me suis demandé comment tu l'avais dégoté, parce que moi j'ai fait des recherches dessus, j'étais incapable de trouver, même à la BNF, alors à la BNF on retrouve effectivement le descriptif de ce livre édité à 100 exemplaires par le Louvre, mais il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Quoi. Il faut savoir que le conservateur du Louvre ne voulait pas, avait refusé qu'on fasse des photos, et il y a une personne qui est intervenue, je le remets dans le bouquin, et les photos ont pu se faire. Et donc c'est Braun, je crois, le photographe,
Et en fait, c'est tout simple. Émilie me prend en photo le bouquin qu'elle retrouve chez son grand-père. Donc, tu vois, encore une fois, tu te dis, si Émilie le trouve pas, on va parler des bergers d'Arcadie, on va parler de Boudet, mais il va nous manquer un truc. Et là, elle trouve ce bouquin. Mais c'est marrant. Enfin, je veux dire, encore une fois, les choses, on dirait qu'elles se mettent en place. Alors, on appelle ça comme on veut. Moi, c'est pas mon problème. Moi, ce que je pense de tout ça, voilà, c'est personnel. Mais voilà. Et elle prend en photo la couverture du bouquin, elle prend la photo de la page de garde, elle prend la photo des bergers d'Arcadie. Donc, on a finalement quelques références, et on a la date, et on a le nom du photographe. Et après, bah, tu recherches par rapport au photographe. Et là, tu peux retrouver les historiques comme ça. Et merci Internet. Non, mais ça, c'est voilà, c'est vraiment énorme. Et là, j'ai l'explication en direct, effectivement, de cette partie que tu mets dans ton livre. C'est une chance incroyable. Et par exemple, moi, je l'ai partagé avec Michel Vallet parce on correspond pas mal. De temps en temps, on s'échange des mails. Et même lui, qui est quand même un chercheur émérite, qui a une documentation incroyable sur Rennes-le-Château, ne savait pas ça. Ne le savait pas. Donc voilà, comme quoi on peut être un petit nouveau, un petit nouveau entre guillemets dans l'affaire, même si moi je m'y intéresse depuis, tu vois, j'ai 40 ans, donc ça fait 25 ans que je m'y intéresse vraiment. Et ben on peut encore trouver des éléments nouveaux qui peuvent faire avancer la chose. Donc ces photos existent et de très belle qualité. Alors bien sûr en noir et blanc, mais tu peux avoir une reproduction même médiocre avec les bonnes couleurs et la photo, et là tu as les couleurs, même si les couleurs ne jouent pas tellement pour comprendre le truc. Peut-être un peu la toge de la bergère, mais mis à part ça, voilà. Donc voilà, c'est cette histoire des bergers d'Arcadie dans la genèse même de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains est possible. Elle est possible, voilà. Elle est plausible, comme disait M. Rouel. Alors moi je voulais venir sur un autre élément qui est un peu, on va dire, anodin dans ton livre, mais moi qui m'a interpellé. Parce que là aussi j'ai voulu appliquer la méthode Rudy. C'est sur la date de 1738. Donc page 69 de ton livre, tu évoques cette date de 1738 qui apparaît gravée d'ailleurs sur une des pierres de... Il y a plusieurs dates qui apparaissent à Rennes-le-Château, mais celle-ci, ouais, elle apparaît, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tu dis que tu fais une recherche sur Internet, et 1738, à part le fait que le pape ait, je crois, disgracié les francs-maçons, ou excommunié les francs-maçons voilà, de l'Église, il n'y a pas grand-chose comme information. Et du coup, j'ai fait mon Wikipédia, on va dire standard, pour voir ce qui se passait en 1738, pour voir si je pouvais trouver quelque chose. Et là aussi, alors c'est marrant, là c'est peut-être une autre piste plus intéressante que la précédente que j'ai suivie. En 1738, figure-toi qu'il y a la naissance d'un peintre qui s'appelle Jean-Baptiste. Alors déjà, Jean-Baptiste, son prénom. Pas mal, ça fait plaisir. Qui s'appelle donc Jean-Baptiste Le Pan. Le Pan. Jean-Baptiste Le Pan. Et ça m'a interpellé parce que juste avant, j'avais lu la petite erreur de traduction qu'avait faite l'abbé Boudet dans son livre, au niveau, sur la traduction du mot chic. Oui. Alors attends, parce que moi j'ai eu un petit débat avec André Goudonnet, qui est un expert en Boudet. Il me dit que chic, ça veut bien dire poulet, mais ça veut aussi dire poussin. Enfin voilà, donc on a eu un petit débat là-dessus. Il me dit oui, mais ça veut dire poulet, donc Boudet ne se trompe pas. Je dis oui, mais chic, ça veut aussi dire poussin, et ça veut d'ailleurs plus dire poussin que poulet. Voilà, donc on en est resté là, mais voilà. Bon, clairement d'ailleurs, quand je l'ai fait, j'ai tapé Google Translate, chic, la traduction directe c'est poussin. Voilà. Et quand on sait que l'abbé Boudet ne fait rien au hasard, et qu'il a fait des études il avait une maîtrise en langue. Une maîtrise en langue anglaise, tout à fait. Donc c'était interpellant. Et du coup, suite à cette interpellation, toi tu avais réussi du coup à trouver, à corréler des informations entre... Je crois que c'est dans Arsène Lupin, on y reviendra tout à l'heure, entre la notion de peintre et la notion de... Alors je ne sais plus quand tu parles de ça. En tout cas, voilà, tu arrives à une conclusion par rapport à ça. Et donc, juste pour revenir à mon Jean-Baptiste Le Pan,
Du coup, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, il est né en 1738, son prénom c'est Jean-Baptiste, le pan, on est dans de la volaille, alors c'est peut-être là aussi capillotracté, mais je me suis dit, allez tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a pu dessiner ou peindre cet homme-là. Et je suis tombé sur une petite peinture que tu vas découvrir en même temps que tout le monde. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mais là aussi, c'est pareil. Hein. Peut-être que je vais un peu loin dans le raisonnement, mais c'est rigolo. Ouais, je vois des bergers avec des bâtons. Enfin, est-ce que c'est des bergers? Mais ça, Alors, c'est tout le problème de Rennes-le-Château, c'est que quand tu as arpenté un peu la zone, tu dis ouais, ça ressemble à tel endroit ou machin, mais c'est ça. Alors moi, je me suis dit, tiens, mais ce rocher-là, honnêtement, avec ce sourire qu'elle a, ça pourrait bien ressembler à une tête de serpent. Et puis effectivement, au-dessus, tu retrouves alors 3 bergers, ouais, quoi, 2 bergers, une bergère et un enfant berger. Alors, est-ce qu'on peut le considérer comme un jeune berger, un bergillon, petit berger. ce gamin, je ne sais pas, mais tu as vu la façon dont elle pose la main sur son épaule, ça ressemble quand même pas mal à un passage que tu développes, là aussi dans ton livre, sur la façon dont la bergère pose la main tendrement sur la toge de l'épaule d'un des bergers. Berger Et rouge. je me suis, tu vois, et je me suis dit, tiens, est-ce que finalement, et en recherchant rapidement, hein, est-ce que finalement ce Jean-Baptiste Lepan, il n'a pas lui aussi mis dans un de ses dessins, tu vois, un code pour dire, et puis en plus la zone là, elle est plus éclairée que le reste. Hein. Alors, ceux qui liront le livre comprendront. Regarde les deux arbres qui sont juste derrière. Ah, Au-dessus croisé là. Voilà, ils sont croisés. Et ben, Mhm. il y a un croisement de deux axes à un moment. Mhm. Voilà. Et ben moi, ouais, ça me parle, c'est pas mal. Tu vois, il y a un croisement de deux axes, puis il y a une petite branche là qui part sur le côté. C'est pas mal. Notez-le dans votre tête, et puis quand vous lirez le bouquin, vous comprendrez que ça peut peut-être se matcher. Ça peut peut-être matcher. Après, il faut regarder les nuages, hein. Des fois, il y a des trucs dedans, c'est marrant. Oui, voilà. Après, faut. Bon, là, on dirait un cheval qui est au galop, mais bon. Ouais, Tout mais ça. après, tu sais, on va nous dire, ouais, mais vous faites de la périodologie, vous voulez voir ce que vous voulez voir. Tu sais, tu peux. Mhm. Il y avait un rond hein, dans les nuages. Tu peux dire que c'est une soucoupe volante aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et pourquoi? Mais après, voilà, Ah, est-ce qu'il après serait. tout, il y a peut-être les ovnis à Rennes-le-Château. Il y en a qui le disent. Moi, je les ai pas vus, mais. Ah si, moi, j'avais vu quand même une étoile filante qui avait fait un U. C'est ce qui est très rare à mon avis. Hein. Ouais, c'est Ouais, sûr. elle était descendue, elle a fait un U, puis elle était remontée comme ça. Surveille la zone. Mais bon, voilà, tout ça pour dire, Jean-Baptiste Lepan, bah, ce qui serait intéressant, vraiment, là, j'ai pas eu le temps, mais prenez le temps, si ça vous amuse, de faire des recherches Ouais, mais sur c'est lui. pareil, parce que moi, je mets une illustration de Gustave Doré dans le bouquin. Oui, mais Gustave Doré, tout le monde sait qu'il était déjà dans les arcanes Gustave Doré, de la le Golden grand-père Dawn, de Julien etc. Doré d'ailleurs, avait Mm. fait les illustrations, si je ne me trompe pas, dans les Jules Verne. Et donc, il y a une illustration quand même, on voit l'Arche d'Alliance. Tout à Et fait. on voit quand même un mec qui est pendu à une pierre. Mais alors, pourquoi il se pend comme ça, cet animal? Ah, on dirait les crocs d'un serpent, là, regardez, la photo, elle est là. Et Ah c'est oui. pour ça que je te dis, pour en revenir un peu à l'Académie d'Arcadie, je ne pense pas que l'Académie d'Arcadie avait comme mission, ah, tout de suite les gens vont partir là-dedans, avait comme mission de protéger le gigantesque secret du Razès, qui à mon avis n'est pas si gigantesque que ça, mais pourquoi pas. Je pense plutôt que l'Académie d'Arcadie, puisqu'il y a eu de la franc-maçonnerie aussi dans l'Académie d'Arcadie, il y a eu des Français, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu énormément de gens qui sont passés. Je pense plutôt que c'était plus un cénacle de gens, on va dire, cultivés, lettrés, et que quelque chose est passé à un moment dedans, et c'est transmis par ces gens-là, si tu veux. Je donne un exemple tout bête, mais imagine tu bosses à Carrefour, donc Carrefour c'est l'entité, puis vous êtes un petit groupe dans le Carrefour, puis vous savez quelque chose, puis vous le passez entre vous. Ça ne veut pas dire que Carrefour est au courant, mais par le biais du fait que vous vous êtes rencontrés là, bah, vous avez fait passer quelque chose. Et moi je pense que l'Académie d'Arcadie, quoique c'est encore un peu plus compliqué. Voilà, je pense pas que sa raison d'être c'était le secret du Razès. Il n'y a pas de raison que ça soit ça.
puisqu'elle avait d'autres raisons d'être, hein, par rapport à la culture et pas mal de choses. Puis on sait que l'Académie d'Arcadie avait des ramifications en France, avec des académies des sciences, l'académie... il y a eu un moment donné où les académies... Alors ça, il y a tout un pan de recherche à faire là-dessus, moi je suis pas trop parti là-dedans, mais vous pouvez le faire, où les académies avaient plein de relations entre elles. Donc il y a plein de gens lettrés qui étaient dans plusieurs académies, Académie des sciences, Académie celtique, il y a des académies celtiques, c'est un truc de fou. Et l'abbé Boudet, voilà, on va faire un petit clin d'œil, l'abbé Boudet va citer des académies dans la vraie langue celtique, et on sait que le chiffre 7 était le chiffre fondateur de l'Académie d'Arcadie. Et d'ailleurs, Monsieur de Labouisse, que j'avais cité, a fait un discours devant l'Académie d'Arcadie et va reciter ce chiffre 7 en expliquant les 7 notes de la flûte de Pan et l'harmonie du chiffre 7 et tout. Je fais un tableau dans le bouquin qui explique tout ça, mais l'abbé Boudet, on en fait ce qu'on en veut, mais dans son bouquin, va citer 7 fois le mot académie. Clin d'œil, pas clin d'œil, mais juste une dernière petite chose sur l'Académie d'Arcadie. L'église de Rennes-le-Château, alors voilà, on va quand même faire le reproche en me disant tu veux voir ce que tu veux voir, quand même, l'église de Rennes-le-Château semble, je dis semble, hein, pour être tranquille, porter la signature de l'Académie d'Arcadie sur énormément d'éléments. Et tu sais, juste pour rebondir là-dessus, pour finir sur mon Jean-Baptiste Le Pan. Ouais, retournons sur notre Jean-Baptiste. Mais c'est juste pour finir, et ça va dans le sens de ce que tu viens de dire. Plantard, dans son livre Boudet, écrit « Même en arborant sur le frontispice un G paraît des plumes de Pan. » Oui, mais moi je le cite aussi, mais pour une autre raison. Oui. Ouais, mais ce que tu écris quand même, quant aux plumes de Pan, ce jeu de mots Pan, Paon, nous on renvoie vers les écrivains de l'Académie d'Arcadie. Et sans le savoir, tu cites Paon dans ton livre. Oui, parce que Plantard, avec De Chérizet, il y avait une influence surréaliste. Hein. Tu sais que Chérizet était un grand surréaliste, un écrivain. Et quand il cite les plumes de Pan, il l'écrit Paon ou il l'écrit Pan, P-A-N? Je crois qu'il écrit P-A-N. Hein. Il écrit Pan, P-A-N comme oui, parce que le dieu Pan était un des symboles de l'Académie d'Arcadie. Et les plumes de Pan, bah voilà, les écrivains de Pan, les écrivains de l'Académie d'Arcadie. Tu vois, il y a quelque chose là-bas derrière. Et alors on va me dire, oui, mais il y a pas, le dieu Pan n'est pas représenté dans l'église de Rennes-le-Château. Eh ben si. Et alors on va me dire, oui, mais le diable, qui ne s'est jamais appelé Asmodée, il faudra peut-être un jour que les gens oublient ça, parce que c'est Asmodée, ça c'est du Plantard. Il n'y a pas un seul écrit. Alors on va faire très simple. Dans les factures de la manufacture Giscard, on parle du diable hein, dans le bulletin de commande. Hein. Asmodée, c'est une création, hein, c'est bien postérieur. Ça ne s'appelle pas Asmodée. Et le diable de l'église de Rennes-le-Château, qui a retrouvé sa tête entre-temps et ses mains, n'a pas les pattes de bouc, mais elle a des pieds humains, donc ça ne peut pas être lui. Mais si tu regardes dans le confessionnal, le berger, attention, puisque les membres de l'Académie d'Arcadie étaient des bergers hein, et des pasteurs. Hein. Bon, vous verrez tout ça. Le berger se retrouve face à ce mouton qui a une tête de diable, hein, ça a été expliqué plein de fois, donc il a vraiment un faciès de diable, a un bras humain, hein, puisque tu verras jamais un animal, enfin en tout cas pas une chèvre ou un mouton tordre le bras de cette manière-là, a un bras humain et a des pattes de bouc. Et il est là, le dieu Pan. Il est clairement montré à cet endroit-là. Ah ouais, je te confirme, regardez l'image, on le voit clairement. C'est pour ça que il y a beaucoup de choses finalement qui aujourd'hui prennent du sens. C'est-à-dire que tous les éléments, on va dire un petit peu singuliers, alors je dis pas que voilà j'ai toutes les réponses, mais j'apporte des réponses qui sont les miennes. Vous en faites les vôtres ou pas, c'est comme vous voulez. Mais voilà, j'apporte des réponses et en tout cas il y a une explication à cette petite brebis à tête de diable. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs. Allez, on voulait revenir aussi sur Plantard 5 minutes. Donc, est-ce que toi, tu as vraiment pu établir une connexion entre Plantard et l'Académie d'Arcadie, ou est-ce que là, tu es dans l'hypothèse? Plantard, si tu veux, il fait une préface donc de la vraie langue celtique. Il va citer les plumes de Pan. Bon, petit clin d'œil, mais peut-être pas suffisant pour prouver une histoire de l'Académie d'Arcadie. Mais là où c'est le plus intéressant, dans le livre de Jean-Luc Chomeil, Le Testament du prieuré de Sion,
Donc, il va retranscrire des interviews et des entretiens qu'il a eus avec De Chérizet, hein, donc la troisième tête pensante de l'Ordre de Rennes. Et De Chérizet va, à un moment donné, alors je ne me rappelle plus exactement dans quel terme, va nous citer l'Académie d'Arcadie. En parlant de Vigenère, il va dire qu'il était secrétaire, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, du créateur de l'Académie d'Arcadie. Ce qui est faux. C'est totalement faux. Mais on a l'impression qu'il faut qu'il le place. Donc il va le placer. Ce ne sont pas une approximation près. Mais c'est des surréalistes, les mecs. Hein. Quand ils disent une bêtise, c'est qu'elle veut dire quelque chose, la bêtise. Ils sont trop intelligents. Moi, après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais tu prends le livre de Christian Doumergue sur le prieuré de Sion qu'il a signé avec Garnier. Il a fait une étude vraiment concrète sur les écrits du prieuré de Sion, sur Pierre Plantard. Il a fait toute une étude. À mon avis, Christian est la personne qui a le plus travaillé sur Plantard, de manière déjà, à mon avis, sans parti pris, hein, mais on se rend compte qu'il y a un truc autour de Plantard. C'est incroyable. Et moi, à mon avis, oui, il cite l'Académie d'Arcadie, mais à mot couvert. Enfin, en tout cas, De Chérizet va la citer. Mais c'est tout le problème de Pierre Plantard et de Chérizet et de De Sète. De Sète, je crois qu'il faut le mettre un peu à part, parce que De Sète, je pense qu'il a simplement mis en forme l'Ordre de Rennes. Il a amené des éléments, mais à mon avis, il n'est pas partie prenante dans cette affaire. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les éléments, mais à mon avis, Plantard savait beaucoup de choses par rapport à l'affaire de Rennes-le-Château. Ne serait-ce que les documents. Tu sais, c'est toujours rigolo, cette histoire de documents qu'il y a dans l'Ordre de Rennes, donc la dalle de Koumsourde, les parchemins. Mais les parchemins, c'est toujours pareil. Les gens disent, oui, mais les parchemins, ils ont été créés par De Chérizet. Mais c'est pas vrai. Ça a été prouvé X fois que c'est pas possible qu'il les ait créés. Il les avait, il s'en est donné la paternité parce que ça devait le faire rigoler de le faire. Mais non, en fait, il y a des éléments, enfin, il y a eu plein d'études là-dessus. Mais De Chérizet n'est pas le créateur des parchemins. Et il y a des documents quand même qui sont dans l'Ordre de Rennes, je suis désolé, qui fonctionnent dans le décodage. Alors, si c'était des faux, ils auraient été démontés tout de suite. Le seul argument des gens pour dire que c'est des faux, c'est que c'est Plantard, donc c'est des faux. Tu vois, on en est là aujourd'hui. Bon, après, prouver qu'ils sont vrais, c'est le même problème. Enfin, je veux dire, tu peux pas prouver qu'ils sont vrais comme tu peux pas prouver qu'ils sont faux. Cependant, tu peux quand même les prendre dans un tout et t'amuser à les décoder, de faire une démarche de décodage. Et tu y as bien vu, comme tu as lu le bouquin, ça fonctionne, et ça fonctionne super bien. Et ça marche. Alors, deux options, et c'est pour ça que c'est toujours très compliqué cette affaire. Soit Plantard savait le fin mot de l'histoire et a créé ces documents, ou alors il les a eus en main, et lui a pu arriver au bout. Puisque moi, ma conviction, c'est que Plantard, c'est difficile de l'expliquer comme ça, mais il faut lire le bouquin. Pour moi, l'affaire, elle est pliée depuis 67. Et c'est parce qu'elle est pliée depuis 67 que Plantard a pu faire sa machination, puisque comme elle est pliée, il savait très bien qu'il ne serait pas démasqué. Que les gens pourraient chercher. J'en dis pas plus, mais selon ma conviction et avec les éléments que j'apporte, vérifiables toujours, pour moi, l'affaire, elle est pliée depuis 67. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Le fait qu'elle soit pliée depuis 67. Quand je dis 67, c'est parce que l'Ordre de Rennes sort en 67. Elle est peut-être pliée avant. Mais ça, c'est le volet Rennes-les-Bains. Tu vois, parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'affaire. J'allais te poser la question. Et, on parle de quelle reine? C'est l'Ordre de Rennes. Il y a deux affaires, et les anciens le disent, et c'est marrant parce qu'ils le disent dans des interviews, mais ils le disent à mots couverts. Ils disent il y a deux affaires. Il y a l'affaire de Rennes-le-Château, puis il y a l'affaire de Rennes-les-Bains. L'affaire de Rennes-le-Château, je laisse tout ça au profit de Michel Vallet, qui en a parlé, d'autres, par rapport à l'affaire du souterrain, et Philippe Brunel, qui a fait un DVD excellent par rapport à l'affaire du souterrain de Rennes-le-Château. Ça, c'est l'affaire Saunière. Mais l'affaire Boudet, à mon avis, elle est pliée depuis longtemps. Et les anciens, à mon avis, le savent. Et oui, ils le savent. Oui, il y a des éléments sur le terrain, oui. J'en parle avec sourire, parce que on a toujours eu l'impression que... En fait, on réfléchit mal quand on fait cette affaire de Rennes-le-Château. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est les premiers à arriver sur certains endroits. Il ne faut pas oublier que si on prend, non mais techniquement, on prend le Razès, c'est-à-dire, pas le Razès, mais Rennes-les-Bains, on va dire,
de la route qui mène d'Arquès, de Cuizard à Arques, pas pourquoi j'ai Arquès, Arques, jusqu'en bas, on va dire en bas du Sarbaïrou, même un peu plus bas, direction Sougraine, c'est pas très grand en surface. Rennes-le-Château, ça fait depuis 67 que les mecs y fouillent. On est en 2020 bientôt. C'est-à-dire que tout a été passé au peigne fin. Mais on se le dit jamais parce que nous, on a toujours l'impression que non, il y a de la végétation, non, il y a ça, non, on a une piste que l'autre n'a pas, donc on va trouver des choses que les gens n'ont pas vues. Le rocher du serpent, il y en a peut-être plein qui l'ont vu, mais si tu sais pas à quoi le rattacher, tu passes devant. Le rocher de la tête, tu peux l'avoir vu, et encore, faut être bien positionné pour le voir, mais tu peux l'avoir vu en disant, ça ressemble à une tête, mais il y en a qui ont vu des sphinx, il y en a qui ont vu d'autres choses, tu vois ce que je veux dire? C'est des éléments, si tu sais pas à quoi les rattacher, t'en fais rien. Et en fait, la naïveté qu'on a eue, c'est de penser qu'on était les premiers à arriver. Et c'est aujourd'hui que je le réalise. La région, c'est comme Rennes-le-Château avec son histoire de souterrain qui partirait de Rennes-le-Château, puis qui irait plus loin. Les mecs, les chercheurs sont arrivés à Rennes-le-Château dans les années 60. Ils n'ont rien trouvé directement sur... bon, on connaît les récits, hein, ils ont fait péter des puits à la dynamite, tout ça. Ils n'ont rien trouvé sur le territoire de la commune. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus, puis ils ont fouillé, puis ils sont descendus le village, descendus. Puis après, c'est logique, il y a un château, qui dit château dit souterrain, comme souvent, puisqu'on sait que quand il y a un château, il y a toujours un souterrain pour se sauver. Donc, il fallait le trouver, l'entrée de ce souterrain. Les mecs, ils ont fait quoi? Ils ont passé au peigne fin la colline, puis ils sont descendus. Et ils ont dû la trouver, l'entrée. Tu vois ce que je veux dire? On réfléchit jamais comme il faut. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte, moi, de tout ça. Bon, en tout cas, dans ton livre, qui sera donc le dernier opus sur Rennes-le-Château, on a parcouru très rapidement, survolé très rapidement, on va dire 20% de tout ce que tu mets dans ce livre. Donc moi, je vous conseille vraiment de le commander très rapidement parce que tu vas en sortir que 500 exemplaires. Hein. Donc pour ceux qui le veulent au format papier, il faudra le commander très rapidement. Après, Ouais, il va sortir à 500 exemplaires parce que l'auto-édition fait que ça coûte cher, en fait, tout simplement. Et le premier, le 2, il en reste quelques-uns qui seront à la porte de Rennes. Il en reste sur Amazon encore quelques-uns. Les derniers qui me restent vont partir à la porte de Rennes, donc elle aura quelques exemplaires encore. Je les réédite pas, donc ça sera les derniers, du coup. Voilà. C'est comme ça, mon pauvre Antoine. C'est la magie de l'édition. Quand tu es en auto-édition, bah, tu peux pas. Eh oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Pas te permettre en fait d'en tirer trop parce que déjà il faut avancer l'argent et puis voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails de production, mais puis les gens lisent moins. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Et puis là, pour le coup, il y a vraiment de quoi lire, plus de 300 pages, même s'il y a beaucoup de photos. Alors, par contre, ça se lit facilement. Je voulais faire 310, tu sais, je voulais faire comme Bouddha, ouais. Moi je voulais faire, alors j'ai rempli avec plein de... Non, en fait, j'ai écrit le bouquin, je fais pas 310 pages, donc tu vois, je suis pas aussi bien guidé que tu le dis, mais il fait un peu plus, parce qu'il y a les remerciements quand même. Mais ouais, non, il est complet, il est bien structuré, moi je le trouve, j'en suis super content. J'ai mis du temps à le faire, il y a eu pas mal de complications, ça n'a pas été simple. Non, mais il est vraiment sympa à lire et voilà, il est très, je suis content, très agréable. Je suis vraiment heureux parce que personnellement, moi, j'ai mes réponses. Donc c'est génial parce que quand tu commences quelque chose, je terminerai pas frustré, tu vois, à faire des conférences avec en disant ouais machin, vous verrez. Non, bah oui, bah voilà, vous pouvez voir maintenant. Et je suis content, moi j'ai mes réponses. Je pense que les gens en seront contents aussi puisque finalement ils clôturent le truc et non. Parce que j'ai parlé comme ça de Rennes-le-Château. Alors l'affaire, elle est pliée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une fin, il y a quelque chose, et il y a peut-être encore quelque chose. Et l'endroit, je l'indique. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, mais le mystère du Razès n'est pas mort. L'aventure continue, comme on dit tout le temps dans la Gazette de Rennes-le-Château. Et l'aventure, elle continue. Elle continuera toujours parce qu'il y a des lieux qui ont porté à un moment quelque chose. Donc, ils ont une importance, quoi qu'il arrive. Et oui, alors comme je disais, Antoine, on n'en a pas parlé, mais moi, j'avais un leitmotiv depuis le départ avec Rennes-le-Château. Quand j'ai découvert le fauteuil du Christ, je me suis dit, cette histoire, elle est vraie, il y a quelque chose. Et le but, c'est de prouver que cette histoire est vraie.
Et moi, toute ma démarche, elle était là-dedans. C'était de prouver que cette histoire était vraie. Elle est vraie, mais je veux dire vraie sur le fait qu'il y avait vraiment des éléments codés et qu'il y avait vraiment quelque chose à trouver, qu'il y avait vraiment un périple à faire. Et ouais, elle est vraie, cette histoire. Et c'est ça qui est formidable. Parce qu'elle est formidable, parce que normalement, ces histoires-là, tu sais que le Rennes-le-Château, on le classe entre le Loch Ness et les poltergeists. Hein. Tu sais, dans les bouquins sur les mystères, tu sais pas où tu sais pas où la caler, Rennes-le-Château. Tu sais jamais si c'est une histoire vraie, une histoire fausse, un fake, tout ça. Plantard, on le traite de mystificateur et il s'avère qu'en fait, ça n'en était pas forcément un. Alors, il l'a été un peu parce qu'il a créé le prieuré de Sion, mais il y a un fond de vrai dans tout son bazar. Tu vois? Donc voilà, pour moi, l'histoire. Et puis il y a un dernier élément qu'on n'a pas dit parce qu'on est parti dans plein de choses. Il y a donc je vais revenir à mon histoire de codage. Il y a bien un message dans les bergers d'Arcadie. Et l'abbé Boudet, et c'est là où je sais que les anciens ont parlé à un moment donné qu'il y avait deux messages. Il y a deux histoires, hein, donc il y a Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains. Et d'ailleurs, hein, Gérard de Sète parle de l'or de Rennes. Hein. Il ne te dit pas lequel. Hein. Ça peut être l'or de Rennes-le-Bain ou l'or de Rennes-le-Château, puisque finalement il te dit juste l'or de Rennes. Et il te fait quand même tout un chapitre sur Rennes-les-Bains. Alors qu'il n'y a pas de raison de le faire, puisqu'il parle de Sonnière et du curé au milliard. Mais pour en revenir, il y a bien deux décodages, en fait. Il y avait un premier codage ancien, qui émane des bergers d'Arcadie. Et l'abbé Boudet, et c'est ça qui est magnifique, c'est que l'abbé Boudet va créer de nouveaux jalons pour actualiser le message, parce que l'endroit en question est un tout petit peu plus loin que ce que donnent les bergers d'Arcadie. Et l'abbé Boudet va créer une piste, un codage actualisé. Voilà, c'est pour ça qu'on a deux, et il s'appuie sur l'ancien. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'a rien compris c'est pour ça qu'il fallait remettre les différentes pièces, les différentes parties du puzzle, si tu veux, dans l'ordre. Donc il y a un codage ancien et il y a un codage moderne. Il faut comprendre le codage ancien pour faire fonctionner le codage moderne et pour arriver. Voilà. Voilà, pour arriver sur le dernier chapitre du livre. Alors, quoique non, parce que le dernier chapitre du livre, et puis on va nous terminer notre émission sur le sujet. Ce dernier chapitre, bien, tu le consacres à Arsène Lupin. Arsène Lupin. C'est un petit bonus, ouais. Voilà, mais qui est un tout petit bonus, mais qui vaut vraiment le détour sur une nouvelle inclue dans toute une série de nouvelles. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais tu vas me dire exactement. C'est les 8 coups de l'horloge. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est les 12 ou les 8. Non, c'est les 8 nouvelles, les 8 coups de l'horloge. Je ne suis pas un expert en Lupin, moi, donc c'est ça le... Oui, mais dans les nouvelles, moi je les ai même pas toutes lues, j'en ai lu qu'une seule, puisque c'est celle qui m'intéressait, et ça s'appelle La Dame à la hache. Et vous verrez que dans le décodage de la vraie langue celtique, parce que j'ai fait un truc un petit peu, pour essayer d'y rendre un peu attractif, c'est l'abbé Boudet, en fait, comme j'avais fait pour le premier, qui va nous expliquer comment marche le décodage ultime de la vraie langue celtique, puisque j'ai parlé tout à l'heure de jalons et j'ai parlé de clés, et dans la vraie langue celtique, il y a une page qui te donne la clé et qui t'explique comment placer les jalons. Et par contre, elle est géniale cette page parce qu'elle te donne le codage ancien et le codage moderne. Elle te donne tout. Et il y a même des mots, une fois que tu as tracé tous tes traits sur cette page, ça te met bien, c'était là. Donc ça, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Il va même te parler des grottes et il va même te donner l'explication du mot blé et tout est là, sur une seule page, tout est là. Et il se trouve que c'est une page où apparaît un mot en particulier et avec la lettre H. Ah, je me dis, purée, la lettre H. Et je m'amuse à chercher sur Google. Et là, Arsène Lupin, H, parce qu'il y a la lettre H, puis il y a aussi la H celtique qui fait partie des différents éléments qu'il explique. Et là, je tombe sur un truc d'Arsène Lupin, la Dame à la hache, qui fait 8 victimes. Non, 5 victimes. Oh, je ne me rappelle plus, tu vois. Je fatigue. Il y a 5 victimes dans un premier temps qui portent une lettre H et ces victimes ont toutes des noms très particuliers qui sont vraiment en lien avec l'affaire et ça, c'est juste formidable, notamment sur le dernier lieu. Donc ça, les gens le découvriront. Et il se trouve que les victimes de la Dame à la hache, qui est une folle,
tue les gens avec un coup de hache vertical au niveau du visage, comme ça. Et la tête du sauveur, qu'on a pu trouver grâce à l'axe de Trévis, porte exactement cette trace en plein milieu du visage. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On la voit clairement, cette marque, qui n'est pas une usure du temps, hein, d'ailleurs. Ça se voit. Moi, j'ai étudié cette pierre, je l'ai regardée. Je pense qu'elle a été un peu retouchée, mais elle a un côté naturel, hein, quand même. Hein. Bon, voilà, après, oui, après, les gens iront la voir, hein, parce qu'elle est totalement visible, elle est accessible. Hein, c'est pas non plus... voilà. Et cette nouvelle... Tu sais, moi, l'affaire d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc, voilà, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure ce qu'on disait tout à l'heure avec la vraie langue celtique. Tu peux tout faire coller. Tu prends n'importe quel bouquin, tu arrives à faire coller des éléments. Donc Maurice Leblanc, le problème, c'est que voilà, on peut faire dire à peu près ce qu'on veut. D'ailleurs, même Patrick Ferté, qui avait écrit sur le sujet, ne plus qu'on lui en parle apparemment. Hein. Mais cette nouvelle, là, ce qui est bien sur cette nouvelle-là, elle est courte, elle est accessible, on peut la trouver en PDF en tout cas sur Internet. Elle est courte, mais dedans, en très peu de trucs, il y a tout. Et ça, c'est bon, ça, quant à ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la sœur de Maurice Leblanc était amie avec Péladan, dont le père était membre de l'Académie d'Arcadie, et Péladan, qui était le fondateur de la Rose-Croix, du Graal et du Temple, je ne sais plus, il faudra regarder, mais... On ne peut pas prouver qu'il était lui-même membre de cette académie, de toute manière il n'y avait pas de registre qui permet de le prouver, mais en tout cas il y avait des accointances. Oui, non, puis c'est pareil, dans Arsène Lupin, à un moment donné, on va te parler d'un Monseigneur Bonne-Chose, dont il y a des liens avec Léon XIII, qui était membre de l'Académie d'Arcadie. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais j'ai fait tout le tableau, en fait, où on peut retrouver les différents liens, et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut fouiller, ne serait-ce que pour comprendre le départ de cette affaire. Puis ouais, on n'a pas parlé du fait que Rennes-le-Château a tout un aspect maçonnique, donc que Daniel Dujas a mis à jour. Et on a aussi trouvé des éléments qui nous rapprocheraient aussi de la Rose-Croix. Alors bien sûr, hein, on trouve tout à Rennes-le-Château, mais là, il y a quand même des éléments qui sont intéressants. Donc, est-ce qu'un jour, on aura la réponse de qui a fait quoi et comment? C'est ça qui est génial. Ou on sait plus ou moins. Maintenant, je pense que c'est bon, c'est acté. Comment, on a des éléments de preuve, le pourquoi et le quoi. Le quoi, je pense qu'il va falloir faire péter 2-3 murs avant de savoir. Mais je sais pas. L'Arche d'Alliance, non. Pourquoi? Non, l'Arche d'Alliance. Non, ben non. Et puis, aller ailleurs. Bon, certains disent qu'elle est à Sougraine, hein, pourquoi pas. Mais moi, je vais dire même mieux, elle est au centre du Bugarage. Comme ça, comme personne ne peut y aller. Pourquoi pas, hein? Voilà, hein, pourquoi pas. Non, mais là, c'est du concret. Enfin, c'est du concret. En tout cas, moi, sur ce que j'expose, c'est du concret. Et le mieux, c'est que si les gens se rendent sur le terrain, c'est d'avoir les bouquins, puis d'aller se balader, puis d'aller faire attention quand même, parce qu'il y a des endroits, il y a un peu des ravins, il y a peut-être un peu des chasseurs. Puis je pense ouais, faut bien dire une chose, c'est que c'est des lieux. Bon. Souvent, ça peut être des propriétés privées. Enfin, on sait que voilà, les terrains peuvent appartenir. Ce que moi, je demande simplement aux gens, je le mets dans le bouquin, mais de ne pas déranger la quiétude des autres. C'est-à-dire, voilà, le Razès, c'est un super joli coin. Je pense qu'il y a des belles balades à faire, il y a plein de choses à voir, il y a des gens à découvrir, il y a des lieux à découvrir. Il faut respecter. Il ne faut pas y aller avec sa pioche et sa dynamite. J'imagine un peu le truc, mais il faut respecter les lieux. Oui, voilà, on rappelle quand même les règles de la DRAC. Hein, c'est que vous ne pouvez pas piocher où vous voulez, dynamiter ce que vous voulez et récupérer ce que vous voulez. Tout ça, vous êtes obligé de suivre tout un protocole si vous voulez faire des recherches. Voilà. Le but, c'est pas de tout péter. Je ne sais pas si tu as la possibilité de relire le truc que je mets en introduction du bouquin, tu sais, le dialogue qu'il y a entre Jean-Luc Chemeil et de Chérizet. Alors, ce que tu écris en début de bouquin, c'est « Croyez-vous au trésor de Rennes-le-Château » ? Oui, voilà, donc ça c'est Jean-Luc Chemeil qui interviewe Philippe de Chérizet. Cela dépend, comment vous l'entendez.
C'est comme si vous me demandiez si je crois au Graal. En fait, ce qui compte, c'est la méthode pour le trouver, beaucoup plus que la découverte elle-même. Et ben voilà. Et ben moi, ma quête de Rennes-le-Château, c'est ça. Et elle se termine là. Alors, donc Rennes-le-Château, les sources 3, game over. Est-ce qu'on aura droit à un play again? Non, c'est fini. Mais franchement, mais je suis content. Je suis content parce que j'avais dit, je l'écrirais si j'ai de quoi raconter, s'il y a quelque chose, s'il y a une fin, je le raconte, je le dirai. Et sinon, je fais pas de bouquin. Ça sert à rien. Sinon, tu rallonges, tu mitonnes des trucs. C'est pas le but, déjà. Tu dois pas ça aux gens. Les gens qui achètent ton bouquin, il faut qu'ils en aient. Alors, faut pas faire du fan service et dire il faut qu'ils en aient pour leur argent parce que je trouve que c'est dégueulasse. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as une démarche d'honnêteté et il faut que le lecteur se sente pas lésé à la fin d'un bouquin. Tu sais, Rennes-le-Château, il y en a beaucoup des bouquins et je veux pas dénigrer. Je pense que tous ceux qui écrivent sur Rennes-le-Château le font dans une démarche de partage et d'honnêteté, hein. À part quelques-uns qui se reconnaîtront, tant pis pour eux. Mais oui, non, il faut que. Sinon, ça sert à rien d'écrire. Ouais, vraiment. Hein. Sinon, j'aurais pas mis 2 ans à le faire et j'aurais pas mis 2 ans à plus vraiment en parler parce que même sur ma page, je mets pratiquement plus rien et puis même quand il y a des débats sur Facebook, tout ça, je rentre plus dedans. Ça sert à rien. Les gens se rentrent dedans pour des bêtises. Et puis il faut bien se dire une chose, c'est que sur Rennes-le-Château, finalement, c'est pas grand-chose. Et sur l'abbé Boudet, on en sait très peu et on n'en saura jamais plus, à mon avis. Sur Pierre Plantard, c'est pareil. Voilà, il y aura des zones d'ombre et qui resteront dans l'ombre puisque les éléments, on les a pas et on les aura jamais, à mon avis. Quelques petites découvertes par-ci par-là sur voilà la photographie des bergers d'Arcadie ou des choses comme ça. Voilà. En tout cas, voilà, on nous a laissé un message. Fallait-il le comprendre? Fallait-il aller au bout? Fallait-il le dire? Toutes les réponses sont là maintenant et il faut respecter tout ça. Il faut respecter ce que ces prêtres ont voulu nous dire et essayer de le comprendre. Enfin, voilà. Moi, je me suis attaché au terrain, à la quête sur le terrain. Et puis d'autres personnes. Alors, je vais citer mon amie Annick Grassi, qui elle a écrit tout un livre sur le message, on va dire, philosophique, ésotérique de Rennes-le-Château. Moi, j'en ai fait la préface et c'est un super bon bouquin qui fait du bien. Alors voilà, c'est son message à elle, c'est ce qu'elle en a compris. Et, et les deux bouquins les deux bouquins, on va dire, ma trilogie plus le sien, vont assez bien ensemble finalement. Eh bien, écoute, on finira donc sur ces belles paroles. On retrouvera d'ailleurs dans ton article de Génération Cité d'Or numéro 3 un petit article d'Annick Grassi qui vient aussi effectivement compléter tout ce paysage. Alors je vais quand même dire une chose, c'est que je la remercie là et aussi pour que les auditeurs comprennent bien. Je l'ai fait en collaboration avec elle. Alors, collaboration, on s'entend. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai fait le livre, elle l'a un peu remanié, elle l'a corrigé, et elle a mis quelques éléments à elle, notamment sur les tarots, et sur un décodage de la langue celtique, sur un élément par rapport à Quillan. C'est aussi ça, la recherche. C'est-à-dire que tu fais ton travail de ton côté, et puis tu peux le confronter avec une autre vision, et puis des éléments viennent se rattacher. Alors j'ai cité Émilie qui m'a amené des éléments, j'ai cité Annick, voilà, c'est aussi des choses un peu de collaboration, et puis aussi le travail des chercheurs d'avant et de maintenant, mais je veux dire des travaux qui ont été faits avant, voilà, donc c'est pas que moi tout seul, voilà, il y a un peu de tout le monde, et c'est ça qui fait le truc, c'est ce qui fait aussi la richesse. C'est aussi, comme tu dis dans la guidance, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et puis, les mauvaises aussi qui te font comprendre aussi d'autres choses par rapport à certains chemins. Voilà. Mais voilà, game over. Non, non, il n'y aura pas de fight again. Tu sais, quand tu as terminé quelque chose, quand tu as écrit. Alors là, j'ai mis le mot fin, j'ai pas mis les 3 petits points. Hein, donc, du coup, oui, c'est vraiment la fin. Quand quelque chose est fini, c'est fini. Et puis, cette affaire-là est terminée pour moi. Et alors, je dis ça aujourd'hui, attention, parce qu'imagine, j'ai un élément nouveau et je repartirai sur quelque chose d'autre.
bon, bah, comme on dit, hein, il ne faut jamais dire jamais. Non, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, oui, pour moi, l'affaire, elle est terminée et c'est très bien. Et puis on te retrouvera peut-être sur d'autres affaires, là où tu es. On va savoir. On va savoir. Écoute, on verra bien. Ouais, moi, j'ai d'autres projets sur d'autres sujets, mais qui n'ont rien à voir avec Rennes-le-Château. Mais si le seul sujet qui m'y ferait revenir, ça serait de faire, mais vraiment pour le coup, une vraie BD globale, tu vois, qui reprendrait tout. Ça serait génial de faire ça. Ouais, ça serait bien, ouais. Ouais, mais ça serait un projet où il faudrait vraiment prendre le temps, mais vraiment de faire une BD vraiment très approfondie. Ouais, un truc global du coup. C'était mon idée de départ, au départ, de faire qu'une BD avec quelques éléments explicatifs, puis les éléments explicatifs ont pris tellement de place que c'est devenu le livre et la BD est devenue des annexes en fait. Ouais. En tout cas, Rudy, eh bien, on te remercie de nous avoir consacré toute cette soirée, parce que là, on est à plus de 2 heures, je pense, d'entretien. Alors, vous voulez parler 20 minutes au départ. Bah oui. Et on a fait qu'effleurer le sujet. Voilà, en tout cas, ça nous a fait extrêmement plaisir de te voir sur Miasme TV pour pouvoir bien nous parler de ce 3e opus de Rennes-le-Château, Les Sources. Et puis, encore une fois, pour ceux qui seraient intéressés, vous retrouverez Rudy dans Génération Cité d'Or, le numéro 3 qui sort en décembre, le 21 décembre 2019. Et puis, voilà, on espère pouvoir te retrouver un de ces 4, je pense qu'on aurait l'occasion de faire d'autres émissions et d'approfondir chaque chapitre de ton livre, qui aurait encore beaucoup de choses à dire, je pense. Bah, le livre, en tout cas, il sera disponible sur Amazon, sur la porte de Rennes, et puis directement avec moi si vous voulez une dédicace. Hein. Donc, comme d'habitude, vous me contactez par la page Facebook, ça sera avec un grand plaisir. Donc il me restera quelques-uns du 1, quelques-uns du 2, et il me restera j'aurai du 3, parce que j'en garde une partie aussi pour pouvoir les dédicacer, chose que tu peux pas faire quand tu les vends par internet directement par les centrales. Et puis voilà. Et puis voilà. J'espère que les gens seront contents et qu'ils passeront un bon moment à le lire, en tout cas, et de pas le lire d'une traite, c'est-à-dire de prendre les éléments, de les vérifier, de faire par eux-mêmes aussi. C'est ça. Lisez-le avec ça à côté. Honnêtement, ça met beaucoup plus de texture et de saveur à votre lecture, parce que vous avez l'impression de participer à cette enquête. Je reproduis les pages quand même. Oui. Je suis libre de droit, donc autant se faire plaisir. Ok Rudy, allez, je te dis à très bientôt. Merci encore une fois d'être venu. Et puis, bonne continuation dans tes prochaines aventures. Merci et bonne lecture à tous. Allez, ciao ciao.